Merci d'être là encore à cet autre rendez-vous du Zénith sur Equinox. Ça se passe toujours de la même façon. À chaque fois, on annonce l'arrivée en grande pompe d'un ministre de la République à Douala. Ils arrivent tout le temps pour mettre en place des projets de développement relevant de leur secteur d'activité, mais au bout du compte, rien de concret. Ce jour, on annonce le ministre Louis-Paul Motazé, le ministre du Ciel et de la Terre, pour un projet sans doute jugé important de leur part pour l'avancement de notre économie. Mais sauf qu'on a le sentiment que tout cela est aérien. On a le sentiment qu'il y a deux Cameroun. Le Cameroun de ces gens-là qui gèrent et qui font des déclarations, des grandes signatures tout le temps, mais l'autre Cameroun des petits qui malheureusement ne voient pas venir l'implémentation de ces grandes et bonnes mesures qui promettent l'accompagnement de tous ces ministres sur le terrain. Hier, c'était Mama Fouda à Douala. Aujourd'hui, c'est Motazé toujours à Douala. Auparavant, on se rappelle à l'époque régulièrement, Robin qui y venait tout le temps à Douala et on barrait même les routes lorsqu'il arrivait. Mais aujourd'hui, Camerco est toujours, entre autres choses, dans une situation difficile. Merci d'être encore à cet autre rendez-vous. Bienvenue à vous, Charles Amelmot. Bonjour Sam Sévérin Ango et bonjour à Jacqueline Koum Abesike et au couple Badel Banantinga. J'ose croire que tout va bien chez vous. Si ce que j'ai entendu est vrai, véritablement honte et shame dans cette république. Badel Ndanganzinga, merci beaucoup. Donc, bon, c'est vous seul pour l'instant qui savez de quoi il est question. Bon, on ne va pas rentrer dans les secrets de la République, parce qu'on est quand même dans la République aujourd'hui. Voici le début de ce programme avec l'ensemble du panel. Voici l'histoire qui est déclenchée par Aribel Berlis et qui nous permet donc de rentrer de plein pied dans le programme. Bonjour à vous, Aribel. Bonjour à toi, Sam. Bonjour, Charles Amel. Bonjour, Megui. Bonjour, Bonbon. Et bonjour à vous à la maison. Sam, j'ai sommeil. Je n'ai pas dormi. J'ai sommeil où tu me vois là. Les yeux que tu vois ne sont plus mes yeux là. Parce que j'ai sommeil. Une famille m'a empêché de dormir aujourd'hui, Sam. Cette famille a perdu sa maman. Et on a sorti le programme des obsèques. Le carton là, non? N'est-ce pas? Quand on sort le carton, on aligne la liste. La famille telle a perdu son fils. La famille telle. Et maintenant, on aligne les noms des enfants. On a aligné maintenant les noms des enfants. On est arrivé sur le nom de la grande sœur. On va mettre madame, on a mis mademoiselle telle. Mademoiselle Gantui. Elle a fait problème. Hier, il y avait la dernière réunion pour que tous les enfants, les beaux donnent leur argent, l'argent du cercueil et l'argent de la couverture. Elle a dit, niet, mon mari ne donne rien. S'il était considéré dans cette famille, on devait mettre Madame Nganchu. Vous êtes venu mettre Mademoiselle, ça veut dire que vous ne le voyez pas. Donc, il ne donne même pas 5 francs. Donc, Sam, c'était chaud. Les autres filles ont dit que, voilà mon mari qui a donné. Pourquoi le tien ne doit pas donner? Elle dit que, ton mari doit donner. On l'a respecté, on l'a mis sur le programme, madame. On a mis ton nom, madame. Mais on vient sur moi-même, mademoiselle, pourquoi? Ça veut dire qu'on ne le considère pas. Donc, il n'y a même pas 5 francs à dépenser. Comme je te dis là, je n'ai pas dormi, Sam. C'était grave. Et la levée de corps est prévue aujourd'hui. Il fallait l'argent là pour aller récupérer le cercueil et acheter les couvertures pour aller enterrer demain, vendredi. Et on l'enterre samedi. C'est grave. Donc, aider la famille là. Comment faire pour un carton? Une femme empêche son mari de contribuer. Très bien. Alors, on passe la parole à l'autre dame sur ce plateau. Megui, comment dénouer ce problème? Est-ce que vous avez bien saisi la problématique au cœur? Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas un si grand problème que ça. Alors, si on a mis Mademoiselle Ngantui et que effectivement le nom de son mari c'est Monsieur Ngantui, on a mis Mademoiselle au lieu de Madame, ça veut dire tout simplement qu'il y a peut-être eu là une erreur de frappe, une erreur de frappe qui peut être très facilement corrigée. Je ne vois pas pourquoi en faire tout un plat, et ça dénote justement de cette obséquiosité hein, que les Africains aiment bien, c'est-à-dire se compliquer la vie pour un rien ou pour, je sais pas, c'est tellement, excusez-moi le terme, un peu idiot de la part de cette dame-là de troubler le bon déroulement des obsèques de sa maman pour un détail aussi banal. Est-ce que c'est votre opinion aussi, Charles Amel? Alors, je suis d'accord, je suis content que ce soit Megui qui ce matin nous démontre quand même que l'occidentalisation est venue nous abrutir, Sam Sévérin. Je pense que à ce niveau, ce n'est pas une famille construite, c'est une famille déconstruite. Pourquoi je dis déconstruite? Parce que la femme ne s'interpose jamais dans ce type d'événement, dans ce type, qu'ils soient malheureux ou bienheureux. Il y a un chef de famille qui convoque
les Tchango, qui convoquent les beaux. Messieurs, on vous attend tel jour à telle heure. Lorsque vous arrivez, on dit, messieurs, vous êtes les beaux. Voici le premier beau, le deuxième beau. Chez nous, les beaux doivent donner tant. Ça ne se discute pas. Ce n'est pas une histoire que je vais rentrer où madame va me dire non, ne fais pas ça. Non, ça ne se discute pas, ça me servira. Lorsque vous entrez, que ce soit dans une famille, quel que soit l'ère géographique, vous devez vous renseigner. On vous dit s'il est beau, dès qu'il y a deuil, si c'est la lignée directe, c'est tant. Si c'est la parenté, c'est ceci. Vous savez dès à présent. Alors, c'est cette occidentalisation qui a fait en sorte que aujourd'hui, parce qu'on a mis mademoiselle, parce qu'on a mal écrit le nom, parce qu'on a omis, ça prête à des des divergences. Vous allez voir, c'est la Réunion qui va refuser de donner l'aide, parce qu'on a déjà mis mademoiselle. Or, à la Réunion, vous avez déclaré que vous êtes marié. C'est la belle famille de l'homme. S'ils ont le biais, qui va dire, mais attends, pourquoi est-ce qu'on a mis mademoiselle? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire à sa famille? On n'est pas en train de nous respecter, nous n'allons pas venir. Donc c'est toutes ces considérations. Mais dans une famille organisée et disciplinée, cette affaire de programme n'a pas de place. Parce qu'on sait, lorsqu'il y a un décès, il y a un nombre de jours précis pour convoquer les frères, les fils, les petits-fils, pour convoquer les Tchango et les belles-filles. Elle a dit, voilà, il y a tel deuil. Le rôle des belles-filles dans notre famille, lorsqu'il y a des... c'est ceci. Donc c'est une famille pour moi déconstruite. Alors, Mbombok Mbengan, vous vous alliez sur cet argumentaire de famille déconstruite? Oui, Sam, et je pourrais ajouter ceci que à quoi sert ce que vous appelez souvent les faire-part. Monsieur et madame tel à Lisbonne, monsieur et madame tel à Washington DC, monsieur et madame tel à Pouban, mais deux madame tel, non, ça c'est vraiment de la bêtise, c'est de la bêtise, Sam. L'argent même, en réalité, qu'on alloue pour ces programmes des obsèques-là ne sert même à rien. C'est-à-dire qu'un simple communiqué de famille pour ceux qui travaillent, par exemple, qui voudraient des permissions pour justifier, quoi que ça suffit simplement. Donc, et effectivement, elle a raison de poser le problème parce que c'est la mode aujourd'hui, mais une mode, je dirais, bidon, qui ne sert à rien. Donc, j'ai eu également à gérer deux conflits comme ça. Précisément, une famille, une dame, c'est toujours les femmes dames, qui vit en Europe, parce qu'on a oublié de mettre son nom, de faire part. Elle en a fait un problème d'État. Ce n'est pas possible, on était obligé de faire intervenir les Bon, pour ça, c'est dégueulasse. Effectivement, il faudrait vraiment qu'on revienne à la raison et que cette dame sache que non, c'est sa maman qui est morte, ce n'est pas elle qui compte à ce moment-là, qu'elle aille enterrer dignement. Alors, dans ces habitudes, vous indexez les traditions ou alors la modernité, comme le... C'est la modernité. Vous indexez la modernité. Il ne faut pas se plier à ça. Maintenant, il y a autre chose que je voudrais en profiter ici. On n'enterre pas la femme comme on enterre l'homme. Maintenant, et là, les gens ne voient pas. Parce que demain, vous allez dire, vous irez à l'église. On enterre l'homme en regardant le soleil et la femme à l'inverse. C'est des choses que vous ne mettez plus en considération. Et qu'est-ce qu'on appelle neuvaine? Qu'est-ce qu'on appelle funérailles? Voilà des choses que vous devez. Ce n'est pas de la sorcellerie, ainsi de suite. Donc vous devez vous conformer. Il faudrait que sa maman aille en disant, je laisse mes filles, mes enfants m'ont bien enterré. Si elle se désolidarise de ça, il y a des choses qu'elle ne pourrait jamais gérer toute sa vie. Très bien. Alors, Haribel, pour sortir, quelle est ta propre opinion sur ce sujet? Le mariage est trop du sang. Le mariage de la fille de Tchouik, on doit mettre madame. Et maintenant, comme elle ne peut plus aller récupérer les programmes, les faire à tout le monde, elle va faire comment? Ça, c'est manquer de respect à une femme qui a souffert à voir son mari. Qu'est-ce qu'il fait? La personne qui sortait le programme avait bu quoi? Le fort, vous venez mettre mademoiselle. Elle marche à la réunion sans. Si elle fait la réunion comme moi qui fait ami intime là, je m'en vais, je donne les faire par. On voit mademoiselle, on va dire que hey, elle nous qu'elle était madame. Parce que le programme est en train de dire ça. Le programme est en train de prouver que je suis mademoiselle. Est-ce que le document qu'on présente est un document officiel, légalisé par une autorité qui fait foi? Mais c'est un détail qui peut compter. On ne néglige pas ça. Si en réunion on vous dit, écoutez, parce que sur le programme, il est mentionné mademoiselle, je ne pense pas que ceci pèse plus qu'un acte de mariage. Le mariage? Alors, je dois montrer mon acte, je montre. Non, mais si ça pose un problème, il y a les effets, vous savez bien. Là, moi, je suis tenté de la rejoindre. Les effets du mariage, c'est quoi? C'est cette reconnaissance-là. Par exemple, vous êtes bien sans savoir que
vous n'êtes pas sans savoir que pour le cas d'une demoiselle et d'une dame mariée, ce n'est pas la même considération quand vous arrivez quelque part. Oui, ça, mais combien d'hommes mariés, de femmes mariées n'ont pas de l'alliance au doigt? Par exemple. Ça veut donc dire que c'est un tort qu'on a commis sur le programme de deuil qu'on peut gérer. Est-ce que c'est une raison suffisante pour mettre à mal le déroulement des obsèques de sa mère? Parce qu'on a omis même pas. En plus que c'est même sa mère. C'est sa mère. Ça arrangerait Elle pouvait même corriger. Elle pouvait même corriger ça au Bic Noir. Corriger le Bic Noir, on a envoyé à Yaoundé, on a envoyé. C'est pas grave. Et puis, je suis désolée, c'est pas elle qui est décédée. C'est des détails qu'on remarque même pas. Les beaux qu'on a mis leur nom sur le programme, non. Mes soeurs qu'on a mis, madame, vos maris vont contribuer. Mon mari ne contribue pas. Le drame, c'est que le drame à Ribel, c'est que c'est ta maman. C'est ta maman. Non, je dis c'est ta maman. Et j'estime que il y a plus grand honneur pour un enfant que d'enterrer sa maman. Si aujourd'hui ce soit cette dame qui est parce qu'on a mis mademoiselle, s'offusque de cela, ce n'est qu'une économie pour le mari. Ça dérangera en quoi? Ce n'est qu'une économie pour le mari. Je prends l'argent là, j'appelle le service traiteur. Vous venez vous manger, vous les gens des kilos. Es-tu sûr que les membres de ta famille viennent? Je ne sais pas s'il n'y a pas un peu d'hypocrisie sur ce plateau parce que vous savez bien que chez nous, les femmes beaucoup plus s'attachent essentiellement à tous ces détails-là. Vous savez que si ça ne dépendait que de nous autres hommes, on passerait directement à la mairie sans faire les cérémonies, sans faire les fêtes. Hein. Les femmes tiennent à faire leurs fêtes, à avoir l'honneur de la responsabilité de la mariée ou bien du marié. Donc, je peux comprendre cette considération-là. Mais Sam, pourquoi parler d'hypocrisie? On est en face d'une erreur qui a été commise. Ok, mais est-ce qu'il faut donc remettre en question, remettre en cause le déroulement des obsèques? Si elle est attachée, bon, c'est son choix. Si elle est attachée, même le mari qui va se soustraire à ses engagements, à ses devoirs vis-à-vis de l'organisation des obsèques de sa belle-mère, je dirais que c'est un irresponsable. Il a peut-être trouvé un alibi pour se Et qu'est-ce que dit même pas que les deux sont complices? La femme et le mari sont complices. C'est extrêmement léger, c'est des détails. Moi, je prends un programme d'obsèques. Franchement, comme le disait Mbambok, il y a toutes ces mentions-là. Madame telle du côté du Qatar, Madame telle... Ça ne m'intéresse pas, je suis désolée. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec des gens que je ne connais, même pas? Souvent, on ne connaît même pas ces personnes-là. On n'en a rien à foutre. Tu dis mademoiselle ou madame, rien à foutre. Mais que tu as ta soeur qui est en bain. Elle envoie sa contribution, après le carton, la soeur, il n'y a pas son nom dedans. Vous êtes fini. C'est que vous êtes fini. Il y a un c'est l'occasion d'éclairer en disant, après chaque inhumation, la famille se retrouve et se rassoit en disant, nous avons fait le deuil. Comment est-ce que vous avez trouvé les obsèques de... Il y a telle famille. On commence par les familles. La famille... Non, je dis, on lit, on pose la lecture. Absolument. La famille tant à donner. La famille tant à donner. La famille tant. Sur le plan professionnel, tel à donner. Sur le plan... On lit jusqu'aux cotisations, c'est-à-dire les différentes cotisations apportées par les réunions. Ça, c'est le bilan qui se fait après. Ce n'est pas un bilan écrit. Donc, qu'une femme, parce qu'elle est aux États-Unis, mais on s'en fout. Ma propre maman, je dis bien dans un programme de dé, le nom de ma propre maman a été omis. Était-ce volontairement? Ne l'était-ce pas? C'était un devoir pour moi d'enterrer la personne qui était là avec honneur et avec brio, Sam Severa. C'est la conscience de l'être humain qui reste le juger. Le reste est là. Merci bien pour ces paroles empreintes de sagesse, on le suppose, mais ça pose un vrai débat aujourd'hui sur la considération qu'on a vis-à-vis de quelques reconnaissances sur les postes et autres titres que nous avons. Vous savez également, on parlait des titres liés à la chefferie dans certaines de nos régions il y a quelques jours. Bon, de toutes les manières, les messages concernant ce sujet seront lus en deuxième partie. Voici venue la deuxième rubrique qui concerne donc la colère de Charles Armel. Ce jour, on est au cœur de la problématique des petits métiers au Cameroun. Sur la question des petits métiers au Cameroun. Qu'est-ce qui est métier? Qu'est-ce qui est petit métier? Et qu'est-ce qui est sot métier? C'est pas moi qui ai créé. On entend généralement ces différents emplois de termes. Que nous reste-t-il alors comme métier dans un pays gangréné par la moto?
dans un pays où la moto est devenue le métier par excellence. Comment comprendre que nos gouvernants ne se soient pas rendus compte de ce que les petits métiers soient en péril dans ce pays? Il n'est plus facile d'avoir un apprenti dans quelque domaine que ce soit. Les enfants ne veulent plus se former. Les jeunes ne veulent plus apprendre qu'une seule chose, la moto. Oui, le bensikin, c'est bien. Savez-vous qu'il est devenu difficile de rencontrer un aide-maçon, un aide-plombier, un aide-mécanicien, menuisier, j'en passe. La presque totalité des ateliers sont vides du fait de la désertion des jeunes qui trouvent à la moto une activité lucrative. Et pourtant, ah oui, le transport anarchique aujourd'hui est devenu vénal. Savez-vous que la moto a fait plus de dégâts que le paludisme en un seul an, 2016? Plus de dégâts. Savez-vous qu'à ce jour, les risques sanitaires sont plus nombreux pour les conducteurs de moto que pour les transporteurs véhiculés? Savez-vous que ce qui est encouragé par les pouvoirs publics aujourd'hui représente un énorme danger pour le Cameroun de demain? Savez-vous qu'il est pratiquement impossible pour un jeune de se projeter dans une république comme celle-ci, tellement il voit à la moto un sauveur? Savez-vous qu'au lieu de célébrer la moto, l'on devrait plutôt pleurer, car les cimetières seront d'ici 5 ans remplis de mototaximens décédés de maladies respiratoires et j'en passe? Savez-vous qu'environ 2000 personnes venant de divers horizons arrivent à Douala tous les jours, avec dans les soutes des gros porteurs, des motos? Savez-vous enfin qu'à ce jour, la moto est venue assassiner pratiquement tous les secteurs d'activité suite à la reconnaissance par le chef de l'État le 10 février 2014? Savez-vous que nos plantations sont abandonnées au profit de la moto? Les chantiers, les quartiers sont vides. Finalement, qui sera là pour faire quoi demain? Était-ce une nation qu'on veut voir émergente en 2035 ou alors une nation qu'on veut voir vide en 2035? Voilà, sur la question des métiers, c'est bien difficile de convenir d'une définition, comme vous l'avez relevé. Il y a quand même au Cameroun, rappelons, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, et qui est accompagné sur le terrain par quelques structures comme l'école chargée de la formation et de l'emploi ici à Douala, qui donne donc accès à cette catégorie de métiers-là. Est-ce que vous pouvez nous aider à mieux comprendre quelle est la nature de ce qu'on peut appeler aujourd'hui petit métier? Oui, Sam, dans l'architecture dont vous avez essayé de décliner le contenu tout à fait, c'était bien hiérarchisé. Par exemple, les jeunes filles et les jeunes garçons qui arrivaient au cours moyen deuxième année avec trop de difficultés. Nous, c'est à notre époque qu'on parlait de candidat libre. Chez nous, candidat libre voulait dire tu arrives au cours moyen deuxième année avec 17-18 ans. Il y en avait même des papas de 22 ans. Ouais. Bon, il y avait donc pour les filles, on les appelait les filles inadaptées sociales. On les amenait dans ce qu'on appelle les home ateliers pour apprendre un certain nombre il y avait des apprentissages, la cuisine, la couture, la broderie, voilà, un certain nombre de métiers. Et pour les garçons, il y avait ce qu'on appelle les SAR SM. Bon, la menuiserie, la maçonnerie, la plomberie, un certain nombre de choses. Et c'est ça qui allait jusqu'au CETIC, parce que les CETIC, c'était les brillants qui entraient directement dans les CETIC. Et pour les gars de SAR SM, c'était 2 ans. Vous pouvez vous débrouiller au quartier partout où vous êtes, au village. Et au CETIC, niveau CAP, certificat d'aptitude professionnelle, vous pouvez déjà travailler. C'était la catégorie, je pense, dans les B ou 5, pour, comme il y avait des métiers. Et ceux qui allaient un peu plus avec le brevet professionnel n'a pas pu avoir le baccalauréat. En plus, on a ajouté le BTS, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà comment c'était structuré. À un moment, donc, ça s'est dénaturé, ça s'est déconstruit complètement. Au point où, effectivement, Charles Lamel a raison de relever le problème. Il n'y a plus de plombiers aujourd'hui. Je ne prends que ce cas. Il n'y a plus de plombiers. Vous allez chercher partout, vous ne trouverez pas. Or, tous nos lycées techniques également... Alors, tous les plombiers qu'on a au quartier là et qui affichent leur numéro de téléphone partout, ce ne sont pas des vrais plombiers alors? Non, Sam, ils ont appris par le tas, c'est-à-dire que Mbombo a gagné un chantier, son frère lui a dit construis-moi un immeuble au village et tout. Bon, je prends un technicien retraité de la SNEC,
il lui a pris quelque chose, là il vient, c'est pour ça qu'il y a toujours les fuites d'eau partout. Effectivement, il n'y a plus de plombiers depuis, je vous dis bien, depuis une vingtaine d'années, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et même dans nos éthiques, les menuisiers en tant que tels, il n'y en a plus. C'est-à-dire c'est le rafistolage qu'on fait, puisque les SAR, FM, SM ont disparu. Même les sections menuiserie, il n'y en a plus. Bon, on a s'est débrouillé un peu avec l'industrie d'habillement, un peu de l'hôtellerie, qui est venue même plomber. C'est ce qu'on appelait à l'époque, hein, parce que les home ateliers, c'était mieux que ce qu'on entend aujourd'hui par hôtellerie. Hein, on vous envoie à l'hôtellerie, où en réalité on ne sait même pas ce qu'on fait. Alors, mais dis-moi, moi je ne sais pas dans quel registre est-ce qu'on peut ranger les catégories de ceux qui sont dans la couture, la coiffure, parlant des filles, et pour les garçons, le cas des vendeurs à la sauvette, ceux qui se débrouillent dans le secteur informel. Est-ce qu'on peut vraiment les situer dans la catégorie métier aujourd'hui, dit petit? Oui, peut-être petit métier, mais c'est même embarrassant parce que je ne sais justement pas s'il faut les considérer comme un métier, comme des métiers. Mais sauf que la difficulté ici, c'est que justement, c'est quand vous parlez de vendeur à la sauvette, on entend. C'est une activité génératrice de revenus. C'est une activité génératrice de revenus, mais pour moi, c'est même un métier. C'est un métier. C'est un métier, comme laveur de voiture. Oui, aussi. parce que c'est un métier, parce que si aujourd'hui, vous ne considérez pas le petit laveur de voiture, c'est-à-dire celui qui fait ce lavage de façon artisanale, si vous ne considérez pas cette activité-là comme étant un métier, ne considérez pas non plus le lavage de voitures industrielles comme un métier. On parle, c'est par catégorie. Quand aujourd'hui on parle des vendeurs, des transitaires et tout ça, là, c'est tout un système. Depuis les vendeurs de voitures ici à l'hôtel Lundé, qui traitent avec ces transitaires-là, parce que l'achat des voitures qui sortent du port et tout ça, c'est tout un système. Donc même celui qui fait le poisson, il y a aujourd'hui des petits métiers, quand vous vous rendez du côté du marché central, il y en a qui, depuis le matin, nettoient le poisson des dames, coupent. C'est un métier, parce que si vous, Sam, on vous demande de faire ce qu'ils font, vous ne pourrez pas, parce qu'ils ont des canons qu'ils respectent, il y a des règles qu'ils respectent, il y a des Avec un profil de carrière, ils ont un profil de carrière. Mais pas forcément un profil de carrière, mais qu'est-ce que vous appelez métier? Mais pourquoi vous dites qu'il faut nécessairement un profil de carrière? Même celui qui fait la moto, demain, il peut développer cette activité en autre chose, elle peut grandir. Disons convenons-nous sur la définition des métiers, avant de voir s'il est grand ou petit. Métier, il me semble que de façon tout à fait simple, c'est cette activité que vous exercez et qui peut vous permettre de gagner votre vie, voilà, quel que soit le niveau. Non, ce n'est pas ça, Bobo. Ça dit qu'on peut suivre la qualification. Vous pouvez former quelqu'un et cette formation doit être reconnue par l'environnement. Et c'est là où, effectivement, comme dit Megui, c'est embarrassant. Dès lors que le ministre du Travail, vous dit, venez vous affilier à la CNPS. Ça cause un problème, et un problème énorme. Ça pose un problème. Ce n'est pas de métier, c'est pas un métier, ça semble. Laveur de poisson ou coupeur voilà. Pourquoi donc dire petit métier? Ou c'est un métier ou c'est pas un métier? Bon, disons, le secteur informel, est-ce qu'il est pris en compte par l'environnement des pouvoirs publics? Oui, il vient de le dire en disant que vous êtes vendeur à la sauvette, vous venez dans les services de la CNPS, vous affiliez vous-même et vous cotisez vous-même. Ça va même en contradiction avec les textes qui réglementent la CNPS. C'est-à-dire que c'est votre employeur qui va donc payer les taxes patronales. Donc vous êtes donc astreint à des taxes patronales et vos propres cotisations. Pour moi, l'État est coincé aujourd'hui. Pour moi, il y va de la responsabilité de l'État justement d'intégrer ce qu'on appelle aujourd'hui petit métier, d'intégrer ce qu'on considère ne pas être comme des métiers. Parce qu'un métier, je ne sais pas, quelqu'un il est calé dans ce qu'il fait. Et il y a des règles, il y a des canons qui entourent tout. Il doit avoir un enseignant et un apprenant. Oui, voilà. Justement, mais c'est à l'État qu'il revient justement d'encadrer. Parce qu'aujourd'hui, il doit avoir un enseignant, il doit avoir un apprenant. On a même des métiers, des activités comme ce que nous exerçons. Les gens qui excellent souvent ne sont pas forcément passés par des écoles de formation. Alors, Aribel Bernis, quand on parle de ces petits métiers-là, qu'est-ce que tu as envie de dire quand tu les regardes, tous ceux qui se débrouillent aujourd'hui? J'ai juste pitié d'eux. Voilà les enfants, qui a commencé à parler du basic ici dehors.
il faut qu'on me présente la personne qui a commencé à parler du Bexiki. Parce qu'il a fait jusqu'à... Ça a pris le dehors, même le père a parlé de ça, le père a reconnu. La personne qui a aussi commencé le call box dans ce dehors, il faut qu'on donne la prime à cette personne aussi. Parce que le père a reconnu aussi ce métier. Le père reconnaît le Bexiki et le call box. Donc c'est une société. C'est même plus un petit métier, c'est un grand métier. Dès le moment où le père de la nation reconnaît déjà ça, ça veut dire que c'est un très grand métier. Ils doivent même s'affilier à la CNPS. Oui, ils doivent prendre leurs propres pieds, aller s'affilier à la CNPS, mettre le nom du père devant, que le père avait dit que nous sommes comme ça, qu'on fait bien. Hein? Mais maintenant, quand tu pars au village Sam, le village est vide. Parce que tous sont venus à Douala, dès qu'ils arrivent, ils font des économies au village, ils arrivent, ils prennent une moto, 350 000. Ils tombent dehors. Ben, c'est qu'ils dorment dans la rue, 2 mois après, ils ont une maison. Sam, tu ne peux pas taper la main d'un mesquineur ici dehors. Le décharger alors au marché Sandaga, alors, c'est la mort. Tu entres dans la chambre d'un décharger là-bas au marché Sandaga, tu retires les chaussures à distance. On appelle ça petit métier, c'est un grand métier. Par contre, les décrets, vous parlez de déchargeur au port, bon, ça peut être un métier, mais je ne suis pas d'accord avec toi, Aribel, parce que callboxer, pour moi, c'est vraiment pas un métier. On ne peut pas encourager cela. On peut encore accepter que les gens aient des petites boutiques, des petits, comment vous appelez ça? C'est-à-dire que si tu fais le callbox, qu'il y ait autre chose qui peut permettre, ailleurs on appelle ça des tabacs, c'est-à-dire que vous vendez des petites choses quand même, bien achalandées, pas vous asseoir toute une journée parce que vous voulez rechercher les téléphones. Il y a les pousseurs, ceux qui portent les sacs de femmes au marché. Oui, pousseurs encore, c'est une activité. Voilà, vous achetez un mouton ou... Je ne sais pas, la viande. Ce travail ne devait pas être le nôtre. Oui. Ça devait être celui du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et tout ça. Ça devait être son travail. Ça ne devait pas être le nôtre. Mais nous sommes arrivés à ceci que la société a un problème. Il y a une crise sociétale dense et dont les répercussions vont se faire d'ici 5-10 ans. Est-ce qu'on peut faire une carrière dans la moto? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut faire 20 ans de moto? Je ne pense pas. Avec le vent, avec tout ce qu'on récupère, tout ce qu'on aspire comme poussière, je ne pense pas, Sam Severa. Aujourd'hui, faites le tour des quartiers. Parfois, vous cherchez une plaque. Vous appelez même un gars qui a laissé la plaque. Ici, la plombier ou ici, menuisier, ou des gars, je suis ici là. J'ai gagné un chantier à Marois. J'ai gagné un chantier à Mbanga. Je ne suis pas là. Parce que la main-d'œuvre se fait rare, Sam Severa. Ce n'est pas que c'est une main-d'œuvre employée, non. Les jeunes ont estimé qu'aujourd'hui, faire dans la moto, c'est gagner le direct, le là, que d'aller attendre et de se former. Donc il faut un problème de là. Voilà. Il faut sortir. Et moi, je dis, en aucun cas, on ne doit pouvoir marginaliser ces jeunes qui se battent. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Nous ne parlons pas de marginalisation. Non, je ne suis pas en train d'aller contre ce que vous dites. Je continue. Oui, on ne peut pas les marginaliser parce qu'ils se battent. C'est l'État qui a échoué. C'est l'État qui a échoué. Il faut interpeller l'État. On nous dit qu'on interpelle tout le temps l'État. Mais on interpelle l'État parce que justement, on va dire aujourd'hui les jeunes qui se versent dans cette activité de moto-taximan. Mais pourquoi? Les jeunes ont des réticences à aller se former aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que le coût des formations est à la portée de tout le monde? Alors, il y a des jeunes qui estiment que travailler sous le compte de quelqu'un rapporte... Il y a beaucoup de frustrations qui entourent justement l'emploi. Il y a des frustrations, il y a des dépravations des mœurs, ils leur sont posées des conditions pas très catholiques. Il y a beaucoup de choses dont ils préfèrent généralement s'auto-employer. On est voilà. Essayez de nous faire une nomenclature de ce que vous pensez être des métiers aujourd'hui, par exemple, qui doivent être encadrés. Comme la classification va nous prendre toute une journée. Je pense qu'en deuxième partie, avec les maisons, on va sortir cette classification. Prenez le cas de Palais d'Ika, quoi, juste ici à côté. Lorsque vous arrivez à une certaine heure, il y a le tacleur. Le tacleur vous prend, il vous positionne chez le marketiste. Le marketing vous amène devant le braiseur. Le braiseur finit, il verse l'argent au grossiste. C'est toute une chaîne que vous voyez là au niveau du palais d'Ika où chacun, les gars se retrouvent par soir avec 1000 francs, 2000 francs. Ils ne préfèrent pas. Ce n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier. Qu'on me dise aujourd'hui que vous allez marcher sur 17 km pour avoir un menuisier, un plombier, que vous allez faire des jours avec une tuyauterie qui a des problèmes, qu'on va vous recommander un gars qui vient de Bonadéry, que vous devez payer le transport pour qu'il vienne vous dépanner un truc à la maison. Mais je dis, c'est grave, ça ne se verra pas. Tous les démarcheurs qui sont postés devant des Même dans les entreprises, il y a un souci de maintenance aujourd'hui. Il y a un souci de maintenance parce que la main-d'œuvre, on ne la retrouve pas. Ça ne se verra pas. Ils sont à Yassa. Vous voulez faire le les chargeurs de Yassa. Voilà, c'est pas un métier du tout. Voilà. Donc, on s'est bien compris, il faut une régulation qui permette
qu'on puisse insérer tous ces gens-là qui se débrouillent, à condition qu'ils aient aussi la volonté, parce que celui qui va faire le chargement à Yassa, quand il voit une voiture personnelle venir, il veut vous envahir, il dit 2 places, 3 places, tout ça là. C'est aussi parce qu'il veut, hein. Non, il veut le faire, il veut pas travailler. Impose. Lorsqu'on dit par exemple éducation pour tous, en France on vous dit vous devez avoir minimum BPC ou diplôme équivalent ou alors formation. Là, l'État l'impose. Ça a été comme ça dans tous les pays. On dit à chaque enfant, vous allez à l'école. Peut-être, bon, dans notre pays, on dit minimum CPE. Prenons le cas du tourisme aussi bêtement. Prenons le cas du tourisme aussi bêtement. Oui. Nous avons combien d'îles? Si sur chaque île, on dit à chaque opérateur économique, allez nous lancer une activité touristique de ce côté. Un autre vient avec les bateaux, les yachts, qui vont quitter de Douala pour peut-être capsuler là-bas. Douala, Djebale, Douala, je ne sais pas moi. Limbe, tout ça. Juste Douala, Limbe. Ça va décoller. Regardez le Sénégal, il y a combien de motos au Sénégal par rapport à une ville comme Douala? Donc ils sont en panne d'imagination, ceux qui sont chargés de définir et d'implémenter les politiques publiques en cette matière. Après, on dira que nous faisons dans la critique destructive que non, nous voulons plutôt construire, puisqu'on a le sentiment que les uns sont plutôt peu inspirés de ce côté-là. On va d'ailleurs, sans transition, recevoir quelqu'un qui est un acteur du secteur des transports, puisqu'on parlait beaucoup du transport urbain tout à l'heure, et il s'agira donc d'aller au cœur du dispositif institutionnel en la matière avant de revenir évoquer les goulots d'étranglement pour une ville comme Douala ou Yaoundé, les principales capitales. Pour en parler, c'est vrai qu'il a une batterie de documents, je ne sais pas si on va s'en sortir avec tous ces dossiers qu'il a. Monsieur Zachary Yamfam, bonjour. Bonjour Monsieur Sam, merci pour cette invitation. Alors, vous saisissez bien votre micro, dirigez bien pour qu'on vous entende. Oui. Alors, vous représentez d'ailleurs quelle organisation sur ce plateau? Je représente la Confédération Générale des Syndicats de Transport du Cameroun pour le littoral. Ok, le temps qu'on puisse s'accorder, avec la réalisation, vous allez devoir reparler de votre présentation vous-même. Vous parlez donc de représenter la Confédération... Je représente la Confédération Générale des Syndicats de Transport du Cameroun pour le littoral. Voilà, très bien. Et aujourd'hui, quels sont, entre autres chantiers, ce sur quoi vous travaillez? Alors, nous travaillons dans le transport en général, le transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien, mais nous parlons beaucoup plus du transport terrestre en particulier. Oui, allez-y, allez-y. Oui, nous avons des litiges, de petits problèmes, à savoir le décret du 25 mai 2016 du Premier ministre qui reconnaît le transport urbain en masse des personnes, à savoir... Alors, on va vous arrêter d'abord parce que vous devez être discipliné. On vous dit de diriger votre micro pour qu'on vous entende. Mbambok Bengan, essayez de le relancer. Hein. Oui, il n'est pas habitué à la télévision. D'accord, je voulais, parce qu'il a dit parler de tout le transport maritime, mais je voudrais qu'on se limite au transport terrestre. Particulier, nous sommes dans les métropoles, je voudrais effectivement qu'on en arrive là. Expliquez-nous ce chevauchement, ministère de l'administration territoriale qui intervient, ministère des Transports et surtout ministère du Travail qui vous délivre le récépissé des syndicats. Qui vous organise en réalité? Auprès de qui vous êtes soumis? Alors nous sommes soumis au ministère du Travail qui nous délivre l'agrément du syndicat. Oui, et dans l'exercice maintenant? Dans l'exercice, les pratiques, on le fait avec le ministre des Transports. D'accord. Maintenant, à quel niveau c'est dont trouver le problème? Est-ce que vous avez vraiment catégorisé ce transport-là? Entre urbains, on vous dit 11 jusqu'à 30 places, et de tel jusqu'à tel, y compris les motos. Comment vous-même vous réglementez ça à votre niveau? C'est-à-dire le stationnement, les papiers y afférents pour être en règle et tout. Alors, j'aimerais ici vous faire comprendre que nous avons engagé les campagnes de sensibilisation et d'organisation de gestion en matière de transport urbain par car. C'est-à-dire, par le passé, on appelait ça cargo, mais c'était un langage abusif. C'est le transport urbain par minibus. Et par le passé, c'était un transport qui était considéré comme un transport clandestin. Vous avez vu le préfet Pata, c'est levé un matin, il a interdit la circulation du cargo parce qu'il s'appuyait sur les tests de 2004. Aujourd'hui, le Premier ministre a sorti un décret reconnaissant ce corps de métier, où le ministre des Transports a sorti l'arrêté avec la licence spéciale, S4.
C'était un langage abusif. Il n'y a jamais eu de cargo dans le transport urbain. C'est le transport par minibus. C'est le transport par minibus. Je rebondis et je commence par l'élément basique. Vous avez parlé de moto. Oui, nous avons parlé de motos, nous avons parlé... Vous avez dit moto, taxi, minibus et bus. D'après la Confédération nationale générale des syndicats de transport, on doit charger combien en termes d'individus? Les motos doivent prendre combien? Les motos doivent prendre un passager, une place. Une plus place. Le conducteur, Le ça taxi. fait deux. Le taxi doit prendre 4 personnes plus le Minibus. conducteur. Le minibus doit prendre au minimum 11 places assises, 30 places maximum. Et les bus? Les bus doivent prendre des 30 places à plus de 70 Comment ne places. voulez-vous donc pas qu'on appelle cargo et corbillard? Parce que vous avez oublié un autre. Le corbillard, c'est les bus. Parce qu'à l'intérieur, ce n'est pas ce qui est pratiqué, encore moins sur les motos. Est-ce que ça ne devrait pas être là, le premier, c'est-à-dire vos premières actions? Battre le fer quand il est encore chaud. On porte sur les motos 4. On porte dans les taxis 5. On porte dans les IAS 23. Je vous donne les chiffres, 23. Dans les bus, n'en parlons pas. Le matin, aux heures de pointe, ils sont surchargés environ 70, d'autres même sont agrippés parce qu'ils veulent arriver au boulot. Quel est le regard que le syndicaliste que vous avez porte déjà à ce niveau là-dessus? Parce que le ministre a sorti un arrêté, d'après comme quoi on ne devrait plus voir les motos, on ne devrait plus voir les gens bâcher sur les motos. On ne vous a pas vu réagir à ce niveau. Merci dit que vous n'avez pas vu les syndicalistes réagir à ce niveau, je dirais non. Parce que tous les jours, nous sommes sur le terrain en train de sensibiliser nos membres. Mais comme ils ne relèvent pas de notre compétence de sanctionner les délinquants réprimés, c'est à l'État. Il y a les sanctions prévues pour cela, que si tu portes deux au lieu d'une personne, tu dois être sanctionné. Mais si l'État ne sanctionne pas, vous pensez que nous, on va faire comment? On va se diriger sur la voie publique, on se transforme en zone maintenue ou aux autorités Vous êtes pour les arrêter? des motos qui est une seule place derrière. Oui, il y a une seule place. Et il en est de même pour la tarification. Alors moi, je voudrais savoir, aujourd'hui, ça se fait de façon arbitraire. C'est-à-dire qu'on va nous dire que okay, le taxi, c'est 250 francs la place, mais il y a des taximens qui vous disent, pour telle destination, vous devez payer 500 francs. Ça obéit à quoi? Mais parfois, c'est le client aussi qui propose, hein, mais Guy, il faut le relever. Hein. Oui, parce que mais si vous êtes pressé, vous dites, bon, 700. Oui, parce que justement, on est habitué à ce que pour certaines distances, justement, les taximens, on n'a même pas défini les distances. On sait que le taxi, c'est 250 francs d'une destination à une autre. Maintenant, c'est eux qui définissent généralement que si tu pars de Bonamoussadi pour Aqua, c'est impossible que tu payes 250 francs. Donc, tu sais d'office que le taximan va refuser. Et c'est pour ça que tu proposes. Mais est-ce qu'il y a justement une règle précise par rapport à la tarification? C'est-à-dire que quelqu'un est en mesure de dire à un taximan, je vais à Bonanjor et je pars d'Eido et je paye 250 francs, pas plus. Et s'il refuse, pourquoi il n'y a pas de recours qui soit prévu? Non, là, madame, je dirais non à votre proposition parce que les tarifs dont vous dites là, c'est pour les limites bien précises. Vous n'allez pas me dire que vous prenez un taxi peut-être du marché central à la gare routière de Bonabéry, vous payez 250 francs, vous parlez d'une ville à une autre, vous partez d'une ville à une autre. C'est une autre ville. C'est une autre ville. Non, je dis la gare routière, c'est une distance. Il faut comprendre. La délimitation, c'est où? Les limitations. Je veux vous prendre le cas de quelqu'un qui sort de Bonamoussadi. Normalement, il doit prendre un taxi qui va de Bonamoussadi pour rond-point. De rond-point, il prend l'autre. Alors quand il va de Bonamoussadi pour Bonanjo, c'est une proposition. Quelle est la base de cette définition-là? Moi, je veux savoir quelle est la base. C'est vous qui la définissez ou bien c'est le ministère des Transports qui a défini uniquement pour la ville de Douala? Parce qu'à Yaoundé, vous pouvez quitter de Mban pour Mokolo, vous payez 250, 150 francs. Non, c'est pas Si je vous le dis, ça me là parce que je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait de Mban jusqu'à Mokolo, je paye 200. De Mban, de Mokolo jusqu'à Colbisson, d'Agobert, je paye 200 francs. Je vous le dis pour ceux qui sont à Yaoundé. Vous savez aussi qu'à partir de Mokolo, pour Colbisson ou Carrefour, Timévouna, vous pouvez toujours payer 200. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que cette délimitation à Douala a été faite par qui? Les courses et les dépôts. Vous allez parler de délimitation. Vous expliquez ça comment? Je suis désolé du fait que vous parlez du tarif et vous parlez du ministère du Transport. Le tarif n'est pas décidé par le ministère du Transport, c'est décidé par le ministère du Commerce. Et je vous rappelle aussi, parce que vous oubliez aussi que vous, les passagers, vous proposez souvent 100 francs sur les destinations de 250. Vous ne voyez pas cela.
Mais vous voyez seulement les destinations de 25 km qu'on paye à 500. Regardez aussi lorsque vous partez de Bonamoussadi, pour feu rouge, vous proposez 100 francs. Alors dans une ville comme Douala, nous avons 37 points de chargement. Une ville comme Douala, 37 points de chargement. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est trop pour une ville comme Douala? J'ai rançonné pratiquement le client et l'usager qui se retrouve à verser tout son salaire dans le transport. Pour quelqu'un qui quitte de Niassa. Donc, le phénomène, la faute, c'est à qui, Charles Lamel? Non, on a 37 points de chargement. On a 37 points de chargement. C'est lourd pour une ville comme Douala. Ouais. C'est très lourd. Et surtout que c'est à un cause de chargement, depuis quelque temps, il y a des affrontements. Et je pense que 37 points. Comment est-ce qu'il explique que nous avons 37 points dans une ville comme Douala? Il faut préciser quels sont les 37 points. Le tassement n'est pas fait pour garer dans les points de chargement. Le tassement est fait pour le ramassage. Précisez de quel point de chargement vous parlez, parce que dans la ville de Douala, il y a plusieurs types de transports. Il y a le transport urbain par minibus. Il faut préciser, c'est les transports pour les chargements de Il y a pas- il y a pas- Je suis désolé. Je suis désolé parce que je suis désolé parce que Par exemple, prenons Coiffe. C'est un point Au de niveau de chargement. Coiffe, c'est un point de chargement de taxi. Au marché Pour la central, Moussadi, Carrefour pour la pompe, Anatole. à partir de Coiffe. Carrefour en Des attente, taxis il y a un qu'on point de attend. chargement. Et au niveau des châteaux, là, il y en a encore. Voilà. Vous dites que c'est les mêmes destinations. je veux vous expliquer. C'est là où le tassement marque un temps d'arrêt. Le point de chargement et un marque un temps d'arrêt, c'est deux choses différentes. Lorsque vous interpellez le taxi, il marque un temps d'arrêt pour que vous entrez dans le taxi. Le taximent ne doit pas s'arrêter pour être chargé. Non, mais Par contre, il y a le transport. Monsieur, c'est un point de chargement. embouteillage. C'est un point de chargement, ça s'explique parce que déjà Évidemment. ils respectent même l'ordre d'arrivée. Vous Ça, savez, c'est chargement. vous savez pourquoi ça arrive ainsi? C'est juste parce que les routes ne sont pas matérialisées. Ou est-ce qu'ils doivent marquer un temps d'arrêt pour prendre les passagers? Quand vous arrivez peut-être dans le carrefour, Mais si on fait du vous ramassage, trouvez que s'occuper pas de commerce. Ils n'ont pas où garer pour prendre les clients. Raison pour laquelle ils trouvent des petits espaces où vous pouvez marquer ce temps d'arrêt pour que les passagers puissent entrer dans leur voiture. Vous voulez donc vous me dire qu'au niveau de Saker d'Edo, là où on appelle le point des retraités, le camp des retraités, tous ceux qui garent là-bas par ordre d'arriver, là aussi à ce niveau, c'est un coin, ils veulent se reposer. C'est ce que vous voulez me dire? Le camp de retraités dans le transport ou bien le Non, camp on de appelle retraités. cette zone, derrière Saker, on appelle cette zone-là, on charge Limbe, Tikombu, Tengene, tout l'axe là. On appelle ça le camp des retraités. Qui Et on débouche charge par sur ordre. la rue de la Joie. La rue de la Joie. Ils sont- Alors, il y a des taximens qui chargent à ce niveau. On laisse encore cette zone, on reprend avant la sortie d'Aquanon, avant le point d'Aquanon, il y a notre point de chargement où on prend les gens pour Aquanon, Bonamoussadi. Donc, vous voulez dire que là, c'est pas notre point de Ne chargement. confondez Mais pas c'est ceux même qui un font le sens, transport, ne confondez pas ceux Mais qui ils font le sortent par transport là. périurbain et les périphéries aux taximans qui font le transport urbain. Alors là où vous verrez les taximans qui vont de la ville pour les zones périphériques. Qu'est-ce que vous appelez zone périphérique? C'est Mbongo? Un taxi, c'est un taxi. Un taxi qui va à leur pompe, c'est une Alors, périphérique. Jean Lamel, il faut qu'on se recadre. On va laisser le temps quand même à M. Yamfam. C'est son espace de pouvoir aller au bout. Mais on prend Aribel Berlis à ce stade. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'invité, Aribel? Oui, j'aime de poser une question à l'invité. Je l'ai entendu parler du recensement et de sensibilisation. Vous ne sensibilisez pas Sokatu, pourquoi? Sokatu ne fait pas partie de votre combat. Ce que vous dites, madame, c'est bien vrai. Vous savez, Sokatu est autonome. Sokatu est autonome, il prend ses décisions comme il veut, mais c'est l'État qui accepte qu'il y ait ce dérapage. Parce que Sokatu aujourd'hui a un désordre tellement grave dans le transport urbain de masse. Ils ont des voitures qui n'arrivent pas à bon port, ils ont les voitures qui ne répondent pas au critère normal. Et ils vont encore combattre même le transport urbain de masse, appelé minibus, ce qui est légal. Oh, c'est un corps de métier qui est légalement reconnu par l'arrêté du Premier ministre. Ok, Le très décret bien. du Donc, Premier ministre. Ça veut dire Sokatu que ne Sokatu respecte vous rien. gagne. Ça veut dire que Sokatu vous gagne. Sokatu ne nous gagne pas parce que sur le terrain, ils ont peur de la concurrence que nous avons sur le terrain. C'est la raison pour laquelle ils montent de petits coups bas contre le transport minibus. Alors, depuis on parle quand même de la question du transport Cameroun, on a soulevé pendant la période de la canne féminine la question des vieux taxis, des taxis polluants. Qu'est-ce que la Confédération Générale des Transporteurs, on n'a pas vu sur le terrain, sensibiliser à la sortie de ces vieux taxis qu'on retrouve, qui créent la pollution, n'est-ce pas, de notre espace? Alors, dit que vous n'avez pas vu les syndicalistes, je ne sais pas, peut-être que c'est une erreur de votre part, parce que tous les jours, les campagnes de sensibilisation dans ce secteur d'activité,
On l'a même fait avec le ministre passé, le ministre sortant, le ministre Kili. On a fait ça avec le gouverneur partant, José Betty Assomo. Nous avons fait également avec madame la déléguée départementale de transport. On le fait tous les jours. Mais ce n'est pas à nous de réprimer. Nous avons pour rôle de sensibiliser. Alors il y a l'État qui est là pour sanctionner les délinquants. Si moi je descends en tant que syndicaliste, je vous dis que bon, pour entrer au volant, vous devez avoir un permis. J'ai dit, allez, je dénonce cela auprès des autorités concernées. Vous devez avoir un permis de conduire, vous devez avoir telle pièce comme pièce à conviction. Mais lorsque vous n'avez pas, est-ce que j'ai qualité de vous sanctionner? C'est à l'État de sanctionner. Vous avez fait plusieurs rapports qui n'aboutissent pas. Par conséquent, le langage, le dialogue ne passe pas entre la Confédération générale, l'État du Cameroun et les ministères en charge. Le dialogue passe. C'est question de mettre en place l'application. Vous savez, la lenteur administrative, il est bien vrai que c'est en train d'accuser un retard, mais ça finira par aboutir. Très bien. Alors, ouais. Transport par minute, vous avez dit qu'on ne les appelle pas cargo, d'accord. Mais vous vous rappelez... Le mot cargo est un langage abusif. Vous vous rappelez quand même de cet accident au niveau du Kondi où un minibus est tombé dans le Kondi. On n'a jamais su, on n'a jamais retrouvé le chauffeur. Bon, qu'est-ce que vous en avez fait? Oui, là, vraiment, vous avez raison. Vous savez, dans chaque secteur de métier, il y a le dérapage. C'est un dérapage. Mais sauf qu'il y a un peu trop. Parce que l'appellation cargo, permettez que je revienne à l'appellation cargo, tient même de l'état de ce qu'on considère comme minibus aujourd'hui. C'est généralement vraiment des bus, je ne sais pas de quelle période, qui contiennent des dangers même pour la population qui rentre. Mais vous semblez encourager cela. Dit que ça présente un danger pour la population, je vous dis non. Ne vous appuyez pas seulement sur l'accident d'un Kunki. On ne peut pas faire le transport sans accident avec mort d'homme. Mais prenez combien de temps depuis cette activité existe dans la ville de Douala? Combien de cas d'accident nous avons eu? Là. Si peut-être en 25 ans vous avez un cas d'accident, vous prenez ça comme si c'était un danger. Est-ce qu'on peut avoir des ministres qui sont pas plus un peu plus en bon état quand même? L'état, pour moi, je regarde l'état de ces voitures. Il est bien vrai, vous savez, toute chose est vieillie. Quand ça vieillit, nous les conseillons d'aller en Toulérie. Il y a parmi ceux-là, les vieilles et les voitures neuves. Nous sommes nés jeunes, nous sommes en train de vieillir. Comprenez aussi que la voiture vieillit. Vous permettez pas. Alors, il faut comprendre parce que même à Dakar, au Sénégal, il y a un bon box qu'on appelle les water aussi. Ici, à Yaoundé, par exemple, j'ai vu ça également au Gabon. Les minibus quand même sont matérialisés. Vous pouvez savoir que bon, voilà le minibus parce qu'on y a mis certains insignes, certaines couleurs. Ici à Douala, moi je ne les vois pas de toutes les manières. Il y en a encore. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Vous savez bien que nous sortons dans une période de crise où cette activité a été suspendue dans la ville de Douala. Pour le moment que le Premier ministre venait de sortir un décret pour reconnaître cette activité, nous sommes en train de ramener la population à comprendre que cette activité a pris fonction. Il est question maintenant qu'on les sensibilise parce qu'on va uniformiser cette couleur. Tel que vous le dites, on va organiser de manière que vous vouliez, que nous-mêmes nous allons apprécier. Parce que pour le moment, il est question qu'on informe d'abord les gens que non, ce n'est plus le clandestin, c'est officiel. Lorsqu'ils reviennent maintenant, on les sensibilise maintenant d'uniformiser les couleurs. Raison pour laquelle le délégué du gouvernement a donné une lettre de collaboration à la Confédération pour l'organisation et la gestion des transports urbains dans la ville de Douala. Nous sommes en train de le faire. Nous avons déjà recensé tous les points de chargement. Nous avons déjà tenu les campagnes de sensibilisation. Quelle couleur les voitures doivent avoir, quelle sera la tenue du chauffeur, quelle sera la tenue du guide passager dont vous appelez souvent les chargeurs. Parce qu'aujourd'hui, ces guides passagers doivent être habillés par la Confédération. Ils doivent être habillés par la Confédération. Imaginez qu'un étranger qui arrive au Cameroun, qui se dirige dans un point de chargement, il ne sait à qui s'adresser. Alors, à base de son choisible habillé par la Confédération et la CUD, il pourra se renseigner auprès de cet individu. C'est ce que nous sommes en train de faire avec la communauté urbaine. L'organisation et la gestion dans les points de chargement. Dans les points de chargement, donc ce sera la limite dans les points de chargement. Mais est-ce que ça n'arrive pas un peu tard? Parce que concernant les taximens aussi ont des tenues. Si. Ils ont des tenues. Mais pourquoi vous n'avez pas commencé par l'applicabilité des tenues et des badges? Parce qu'on a comme l'impression que vous vous focalisez sur le secteur des minibus. Quand vous ne dites pas encore mis en application. Quand vous parlez des tenues des taxis,
Ces tenues-là, c'est nous qui les confessionnons, c'est nos membres. C'est nous qui habillons ce taximan. Combien de taximans à Douala ont la tenue? Combien? Oui. Mais si quelqu'un ne veut pas porter, il est question que nous les sensibilisons, nous les amenons toujours à porter. Donc Mais si si ils ne portent pas, vous estimez que c'est les cargos, les chauffeurs de cargo qui eux vont... Le mot cargo, je n'aimerais pas que vous appelez, parce que ça décourage les gens d'entrer dans cette activité. C'est le minibus. Très bien. Monsieur Yamfam, il y a la question des batailles qui se déroulent depuis quelque temps d'après certaines informations sur les lieux de chargement. Il s'agit de quoi? Oui, dans le point de chargement, vous êtes sans oublier qu'il y a les gros bras qui ont pris assaut ce secteur d'activité, qui facilitent la clandestinité dans les points de chargement, qui ne relèvent pas de la compétence de la profession, qui ne sont ni syndicalistes, ni autorités administratives, ni forces de maintien de l'ordre. Ils viennent imposer leurs lois. C'est la raison pour laquelle, sur l'arrêté qui décentralise et qui donne certaines compétences aux communes et aux communautés d'organiser et de gérer les points de chargement, le délégué du gouvernement avec nous sommes en train de travailler sur le terrain pour relever du doigt tous ces fléaux, pour voir qu'est-ce qu'il faut, parce que ce gros bras-là, c'est les chômeurs au futur, que si on prend des mesures sévères, ils vont se retrouver maintenant dans la rue. Il est question que nous les recadrons, nous les sensibilisons, nous leur habillons, nous leur faisons comprendre que le désordre qui s'est trouvé dans ce secteur d'activité hier ne devrait plus exister aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de faire. Je vous prends le cas de Limbé, la rue du Sud-Ouest, où les chargeurs exigent avoir 2000 francs sur tout chargement. Ça a donné lieu à des bagarres tout récemment entre les chargeurs et les chauffeurs de transporteurs clandestins, permettez-moi l'expression, au tel point que même les militaires, les policiers qui étaient là ont pris le parti des chargeurs. Alors quel est le regard que vous portez? Alors vous dites parce qu'à un moment donné, on se retrouve à ceci que les chargeurs augmentent, les prix ne sont pas respectés. Un jour vous arrivez c'est 1000 francs, un jour vous arrivez c'est 2200, un autre jour c'est 2000 francs pour aller à Limbé. Est-ce qu'il peut répondre? Oui, je vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous parlez de transport clandestin, rien n'est organisé là-bas. Quand vous faites le transport clandestin, le chargeur a pour rôle d'imposer sa loi. Or que si vous faites le transport officiel, ça devait marcher de manière organisée. Quand vous arrivez au rond-point, c'est les fonctionnaires, c'est les hommes mantenus qui font la ligne de Limbé, qui écrasent notre secteur, nos membres. Alors le chargeur, voyant ce genre de choses, vient imposer sa loi. Comment et eux ne peuvent pas les hommes mantenus peuvent se retrouver là-dedans? On appelle ça, je ne sais quoi dire, parce que vous êtes sans oublier que c'est notre Cameroun. Quelqu'un finit de travailler au bureau directement, il devient chauffeur, il a pour laisser passer son béret qui place devant sa voiture. Et les acteurs... C'est très grave. Alors, est-ce que vous avez dénoncé? Nous avons dénoncé. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans le comité de lutte contre le transport routier clandestin l'arrêté du Premier ministre, où on a associé le syndicat dans cette lutte. Mais depuis, juste pour que nous dénonçons ce genre de voilà, toi, dernière question, dans vos activités, est-ce que vous avez l'impression que ce que vous menez comme lutte porte des fruits? Parce que moi, à vous entendre parler, excusez-moi, vous faites un peu trop de complaisance, un peu trop de langue de bois, vous prenez les choses avec tellement de légèreté, c'est-à-dire que quand on vous pose un problème un peu embarrassant, vous nous répondez pratiquement, on va faire commencer le Cameroun. Alors, madame, je veux vous dire une chose. Lorsque vous dites que la sensibilisation, vous sautez certains points. Je reviens sur le transport urbain dont nous sommes en train de parler. On a 3 minutes pour comprendre. Oui, je reviens sur le transport urbain. Le Premier ministre a dit, il a donné la compétence aux communes et aux communautés d'aménager les points d'embarquement. Ils ne l'ont pas fait. Seul le délégué du gouvernement est en train d'aménager. Et lorsqu'il aménage, plus que dans le même décret, il est dit que celui qui aménage, c'est lui qui gère. Quand il aménage, les communes viennent maintenant s'installer. C'est le désordre qui est là qu'il faudrait d'abord que les communes et les communautés parlent d'abord un même langage. C'est ce problème. Vous allez voir aujourd'hui les motos taximans que vous accusez par-ci, par-là, ils n'ont pas où marquer un temps d'arrêt pour porter le passager. Or, au jour d'aujourd'hui, cette activité qui est reconnue par l'État devait déjà avoir les pistes cyclables où ils devaient rouler. Est-ce que c'est même possible vu le nombre aujourd'hui? Vu le nombre? Oui, des motos dans la ville. C'est très possible. Alors, Haribel. C'est très possible, madame. Je vais demander à l'invité. Oui, il parle de sensibilisation. Pourquoi vous ne sensibilisez pas ces chauffeurs qui nous transportent chaque jour? Qu'ils apprennent à respecter d'abord, les passagers. Parce que quand tu pars dans une agence, tu payes ton billet, le bus qui te pleure. Mais arrivé en route, il faut encore le ramassage. Là, il manque déjà le respect aux passagers. Et de deux, que votre syndicat sensibilise ces chauffeurs qu'ils aient leur papier complet.
qu'on ne nous stoppe plus en route. Que s'il faille qu'on nous stoppe même en route, que ce soit rien que pour vérifier les cartes et vérifier le bus s'il est propre. S'il est bon, s'il n'y a pas de terroristes à l'intérieur. Mais quand nous perdons plus le temps, tu quittes ici pour Bazou, tu perds pratiquement 5 heures de temps parce que le chauffeur n'a pas ses papiers, cette voiture n'a pas de papiers. On passe le temps à nous stopper en route, on nous stoppe en route. Déjà de ce côté, j'aimerais que vous sensibilisez déjà ces chauffeurs sur ce côté. Alors c'est vrai qu'il parle beaucoup plus aujourd'hui du transport en zone urbaine. Bon, est-ce que vous comprenez quand même sa préoccupation? Oui, je comprends ce qu'elle est en train de dire, mais j'ai dit ici tantôt que notre rôle c'est de sensibiliser. Mais il y a celui qui doit sanctionner ceux qui n'ont pas les documents. Lorsqu'on sensibilise, peut-être vous êtes mon membre, je vous sensibilise sur les documents que vous êtes appelés à les avoir. Celui qui est en route vous facilite de traverser sans les avoir. Maintenant, la faute revient à qui? Puisqu'il y a les contrôles, vous n'allez pas me dire que d'ici, peut-être Bazou, que vous dites, il n'y a pas le contrôle. Si le premier contrôle stoppe cette voiture, ne facilite pas à cette voiture de traverser, je ne vois pas comment la deuxième prendra le risque de venir. C'est juste parce qu'ils savent comment ça se passe, on les facilite et ils traversent. Bombok, pour terminer, oui. Je reviens sur votre question. Sam, il a répondu en disant, les gros bras ont envahi ces points-là. Pour revenir, est-ce que vous avez vu avec la communauté urbaine auquel vous avez des pourparlers qu'il avait des concessions? Vous savez bien qu'il existait des concessions avec certains de vos voitures. Est-ce que vous allez revenir avec ces mêmes concessions ou bien les réformer et qu'est-ce qu'il arrive, qu'est-ce qu'il en a été? Comment vous comptez gérer cette situation-là? Oui, mais vous devez comprendre que la concession n'existe plus. La loi a annulé la concession. Il n'y a plus de concession. Le préfet qui vient de partir, la gouverneure l'a annulé, mais il a remis les concessions avant de partir. Non, il fallait prendre l'exemple que voilà la concession dans tel endroit, parce que moi, à ma connaissance, je sais qu'il n'y a plus de concession. Là, il fallait dire que, par exemple, voilà un concessionnaire qui existe dans telle commune ou dans telle communauté. Là, on pourra en parler. Vous parlez des communes et je des sais bien qu'il n'y a plus de concession. Sortons par là le rôle des communes et des communautés dans cette activité. Suivant les textes que vous nous avez ramenés, ils doivent jouer un vrai rôle dans votre secteur. Est-ce qu'ils le font et qu'est-ce que vous proposez de faire avec les mairies et les communautés urbaines? Oui, 30 secondes. Ce que nous proposons, ce que nous sommes même déjà d'ailleurs en train de faire avec la communauté urbaine, parce que je m'appuie sur la communauté urbaine, les maires ne travaillent pas, c'est des commerçants qui sont seulement là pour organiser le désordre dans notre secteur d'activité. La communauté est C'est grave, est-ce que vous affirmez? Je vous dis, je dis, les mairies de la ville de Douala, je dis et je parle dessus sur un plateau de télévision, c'est des commerçants, ils ne sont pas là pour travailler. Ils n'aménagent aucun point de chargement. Ils mettent la main, ils ne respectent même pas le décret du Premier ministre qui les demande d'organiser et de gérer les points de chargement, ils ne le font pas. Ils sont au courant de ce Ils sont au courant, ils ont les documents. Seule la communauté a accepté la collaboration avec nous. Nous sommes sur le terrain en train de travailler point de chargement par point de chargement. Que je peux vous citer où la communauté a déjà commencé à aménager. Allez par exemple devant la poste de Ndokoti. Vous allez voir le travail que la communauté est en train de faire. Comment il a aménagé, les gens chargent là-bas en ordre. Il est bien vrai qu'il y a les brebis galeux. Mais c'est maintenant aux forces de maintien de l'ordre de sanctionner les délinquants qui se... C'est maintenant aux forces de maintien de l'ordre de sanctionner les délinquants qui se trouvent dans ce secteur dans ce point de chargement. Merci beaucoup. C'était votre mot de fin, monsieur Zachary Yamfam, venant d'un syndicat des transports pour évoquer la question en zone urbaine aujourd'hui, avec bien de difficultés auxquelles vous faites face en l'absence d'une belle collaboration entre les mairies, comme vous l'avez dit, la communauté urbaine, mais aussi les usagers. Tout le monde est un peu concerné dans cette affaire. Merci, c'était la première heure ainsi franchie dans le zénith de ce jour. Voici la pause. À l'époque, qui était sensibilisatrice contre les mauvaises pratiques qui devaient vous conduire en prison. L'appellation Kondengui en référence à la prison centrale de Yaoundé, Kondengui justement, était donc bien choisie pour tenter de faire entendre raison aux uns aux autres, pas seulement les petits voleurs, commetteurs de larcin, mais davantage aussi les détourneurs de fonds publics. Et à l'époque où il faisait cette chanson, personne ne pouvait imaginer que jusqu'en 2017, on aura cette déferlante des plus hautes personnalités. Ça avait commencé tout doucement avec les Mounchipou Saïdou, et puis Gilles Roger Bellinga, et encore bien d'autres, Gérard Ondondon, tout doucement. Aujourd'hui, ça a connu un pic avec les arrestations combinées de M. Siam Siewe Alphonse et bien d'autres, Zacharius Fondindam. Ça s'est enchaîné avec Polycarpe Abba, Gervais Mendoza. Personne n'avait imaginé qu'on pouvait attraper
Polycarpe Abba, bah oui, il est bel et bien présent aujourd'hui. Que dire de Marafa, Hamidou Yahya, Inoni Ephraim, tout un premier ministre toujours détenu aujourd'hui. La liste n'est pas exhaustive. Il y a eu quelques erreurs au passage quand même pour le cas de Edouard Etonde Kotor, Paul-Éric Kingé. Mais toujours est-il que le Cameroun aujourd'hui est une exception dans le monde dans le cadre de cette série d'incarcérations dirigées contre les plus hautes personnalités. Vous l'avez lui-même oublié, parce que lui-même aussi était entré. Black Rogers lui-même était entré. Ah bon? Ah oui, lui aussi, quand il sortait en angle, c'était mauvais, lui-même. Voilà, c'est ça. Et il y a l'ancien président de la Fédération camerounaise de cyclisme, grand expert comptable, Claude Bernard Messi. Il est passé par la case prison. Il y est toujours, semble-t-il d'ailleurs. On ne va pas oublier celui qui faisait la pluie et le beau temps à Douala, Zogandela. On ne va pas l'oublier. Cruz. Il faisait la pluie et le beau temps. Lui-même a été surpris. Lui-même a été surpris qu'on le prenne. Mais il s'est rendu compte que tous les bras et ses mentors l'ont lâché. L'homme qu'on appelait Zogandela. Alors, monsieur Nguyefa aussi, ça c'est une grosse prise. Parce que c'était un golden boy, il faut le rappeler. Pourtant, doté de plein de compétences dans son domaine, mais ses élans mondains ne l'ont pas empêché de se faire attraper. Ce que moi j'ai pu remarquer à travers cette opération, c'est que c'est là-bas qu'on s'est rendu compte qu'on avait des compétences, parce qu'à travers les lettres, à travers les ouvrages que beaucoup ont rédigés, c'est là qu'on a découvert qu'ils étaient pétris de compétences. Pourtant, en plein service, ils ne l'ont jamais démontré. À l'image de Urbain Olanguena-Wono, ancien ministre de la Santé. Merci, c'était une belle évocation de l'opération Épervier à la suite de la chanson de Black Rogers. On va évoluer, je crois. On peut enchaîner avec la revue des réseaux sociaux, sauf si vous tenez à lire un message ou deux, Meggy. Oui, on n'en a pas lu depuis. On a ce message d'Adeline qui nous dit, par rapport à l'histoire du jour, je pense que l'erreur est humaine et pour le bon déroulement des obsèques, elle ne devrait même pas, cette femme, attirer l'attention et attendre la fin. On ne fait pas la guerre pendant le deuil. Et elle nous dit ensuite, à propos des syndicats de transport, à quoi sert un syndicat de transport dans la région du littoral alors qu'on réussit à voir différentes agences qui partent par exemple de Douala pour l'ouest, Bafoussam Chang, et chacune définit son prix. Ne citons pas la surcharge urbaine dans la ville de Douala. Voilà, c'est vrai, pour aller à l'ouest, dans la zone de Bafoussam, les Bamboutos, vous payez 7 000 francs. Depuis pratiquement 2 semaines, parce qu'il y a plein de passagers, on vous taxe 7 000. Alors le retour, vous pouvez payer 2 500, 3 000, mais l'aller, c'est 7 000, disent que c'est la période de grâce, ils doivent se faire. Donc il faut qu'on homologue les prix, que le ministère des Commerces se batte à homologuer les prix sur le transport de l'Ouest. Parce que là, Yaoundé Douala n'a jamais changé. Mais... Un autre message par rapport à la colère de Charles Lamel qui nous dit c'est la nature du pays qui pousse les jeunes à entrer dans le Bensikin, pas d'emploi et de projet pour les jeunes dans l'avenir. Dans ce boulot, on trouve notre gagne-pain et mettons nos familles à l'abri du besoin. L'État a complètement échoué dans l'insertion des jeunes. C'est Abdoulaye Bapa. Voilà. Alors, je vais quand même signaler, pour terminer mon évocation sur l'opération Épervier, qu'il y en a quelques-uns qui sont pressentis depuis quelque temps pour rentrer dans ce registre-là. Le cas de Bernard Messengue Anvom, ancien ministre des Travaux publics, le scandale de l'affaire Ayos Bonis. Vous avez aussi le cas de M. Bekolo Ebe, qui était l'ancien recteur ici de l'université de Douala, dont le consuper avait reconnu beaucoup de fautes de gestion. Antoine Félix Samba, tout récemment, avec son... Comment je peux appeler ça? C'est innommable ce qu'on a découvert à son propos. Donc, bien de personnes pour qu'on ait le sentiment que ce n'est pas une opération à tête chercheuse. Vous avez un autre nom, vous voulez ajouter? Vous voulez citer personne en fonction? Vous avez oublié même le secteur de la santé. Oui, ministre de la Santé. Vous oubliez. L'éducation de base. Ils sont nombreux, vous les citez. Voilà. C'est juste une énumération. Nous n'inventons rien. La revue des réseaux sociaux avec vous. Oui, ça, merci pour la revue des réseaux sociaux. On a donc cette déclaration de Paul-Éric Kingé qui fait couler beaucoup d'encre et de salive sur la toile. Voilà. Donc, ce dernier qui a déclaré à brûle pour point que Cabral Libye fait de la démagogie. Il a dit ensuite, je le cite, que voilà, 11 millions d'inscrits est une opération totalement illusoire que son parti ne saurait soutenir. Nous ne faisons pas de pâle copie des projets lancés pour 11 millions ou pour 50 millions d'électeurs. Moi, je sors de Djombe Penja où j'ai tenu
un meeting qui a connu une foule énorme. J'ai demandé aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales. On n'est pas des perroquets pour nous inscrire sur des programmes que nous pensons être illusoires. Illusoires pour nous parce qu'à un mois de la fin des inscriptions sur les listes électorales, il est impossible de faire 11 millions d'inscrits. Ce n'est pas possible. Donc cette déclaration qui a énervé, hein, si je peux utiliser ce terme-là, beaucoup d'internautes qui estiment que c'est anti-patriotique justement cette sortie de Paul-Éric Kinguet, que voilà, c'était malvenu. Voilà, alors je vais d'abord vous dire comment lui-même a réagi par la suite lorsqu'il a appris que les gens ne sont pas contents de cette sortie. La sortie, il l'a fait d'ailleurs dans notre émission, je crois, de mardi dernier, l'émission Bonjour chez vous sur Equinox, où il était en direct. En revenant donc de son meeting de Djombe Peja. Donc, il n'est pas gêné par le fait que les gens ne soient pas contents, parce qu'il estime que lui, il est un marginal, il assume ce qu'il dit, il ne va pas suivre les gens de façon moutonnière, et qu'aujourd'hui, lui, il est un homme du terrain, il est un élu, il a de l'expérience. Voilà, j'essaie de reprendre ces mots parce que j'ai pu échanger avec lui par la suite. Alors, Bombok Bengan, cette sortie de Paul-Éric Kinguet. Oui, il a sûrement de l'expérience pour Njombe, mais il n'a pas l'expérience de Kolofata, il n'a pas l'expérience de Solomabo, il n'a pas l'expérience de Guider, il n'a pas l'expérience de Gary Gombo. Mais l'expérience quand même d'un homme politique qui connaît la réalité du terrain. Non, de Njombe sûrement. Vous voulez le réduire en Njombe? C'est lui-même qui a dit qu'il sort d'un grand meeting en Njombe. Mais il en avait tenu à Douala aussi, hein. Je ne veux pas le défendre. Tout le Mungo réuni a dans les 6 000 à 7 000 inscrits sur les listes électorales. Et vous pouvez me dire qu'il va gagner l'élection présidentielle avec 8 000 inscrits d'une Mungo, mais soyons sérieux. Donc, son ambition n'est pas légitime. En tout cas, revenons sur la déclaration vis-à-vis de l'opération 11 millions. Il n'y croit pas beaucoup, il est sceptique. Il est sceptique, précisément, ça rentre dans ce que l'on appelle les tares des hommes politiques camerounais, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas impliquer les populations dans le processus électoral. Il ne compte pas sur l'engagement citoyen. Peut-être que lui, il compte que Jésus et Mahomet vont s'entendre au ciel et vont l'installer à Itoudi. Il faut l'engagement citoyen des populations. Et l'ECAM elle-même dit, peut parler d'un potentiel de 15 millions d'habitants, d'inscrits sur les listes électorales. C'est-à-dire que les gens qui ont plus de 20 ans sont au-delà de 15 millions. Et si on peut les ramener à 9 millions, à 10, 11, c'est bon. Et lorsque Cabral table sur 11 millions, avec le fichier actuel qui compte 6,5 millions d'habitants, dont 6 millions et demi, comment est-ce qu'on ne peut pas atteindre le gap? Je pense bien qu'on peut atteindre le gap. En tout cas, bon, il veut faire preuve de... Je vais revenir à vous, Bobok, merci. Il veut faire preuve de réalisme, c'est ce qu'il dit, parce qu'il parle des chiffres concrets sur le terrain. Il n'est pas contre le fait que les gens aillent s'inscrire. Bon, de toutes les façons, il a bel et bien ramassé une raclée de la part de, non seulement des internautes, mais de bien des personnes qui ont écouté cette sortie dans Bonjour chez vous. Alors, vous connaissez bien le personnage, Charles Armel. Permettez-moi de dire qu'il est irrespectueux. C'est un irrespectueux politique, permettez-moi cette expression. Pourquoi je le dis? Pour la simple raison que on se rappelle de ces propos qu'il avait tenus vis-à-vis de Kanto. Ne l'oubliez pas, c'est pourquoi je dis c'est une récidive. Voilà pourquoi je dis qu'il est très irrespectueux. Il ne respecte pas, n'est-ce pas, les partisans, il ne respecte pas les militants des autres. Non, on devrait respecter. D'autant plus que lui aussi il aspire au respect. Il doit être un peu respecté. Vous savez que Mélenchon est probablement irrespectueux aussi. Oui, non, je dis, s'il veut être la pâle copie, on comprendra véritablement et il verra ce qui est arrivé à Mélenchon. Là, il va s'inscrire dans cette même logique. Donc, pour dire ça, c'est vrai que, oui, il nous a démontré que le Mungo est en train de briller. On a UMS de Lombe, on a le Stade Rennais. Aujourd'hui, on a un parti politique dans le Mungo. Oui, c'est bien. C'est ce qu'il est en train de nous démontrer. Alors, quand il dit, là, on fait une foule, j'ai prêté attention j'ai pris la peine d'avoir les images. De quelle foule parle-t-il? Il me parlait de l'élément où il a fait déshabiller un monsieur du SDF démontrant que le monsieur adhère ou non. Depuis qu'il est sorti, on ne l'a pas vu dans le Mungo. Sam Sévérin, il n'a pas fait de sortie. C'était sa toute première sortie qu'il faisait officielle, qu'il faisait dans cette zone. C'était l'occasion pour les mamans de venir voir ce Paul-Éric Kinguet dont on parlait, qu'on avait arrêté. C'était beaucoup plus de la curiosité qui a mené ces gens que de la passion et du militantisme. Qu'il réorganise encore un autre pour qu'on voie. Je m'arrête là, Sam Sévérin. Très bien. Alors, pour son meeting de lancement quand même ici à Douala, son nouveau parti, ça s'appelle le MPCN, Mouvement Patriotique pour un Cameroun Nouveau. Alors, Haribel Berlis. J'avais vu ça, j'ai vu comment il a ramassé, parce qu'il y a même vu un gars dans mon quartier. Là-bas, il dit que depuis quand le ventre, c'est la politique du ventre, c'est un mauvais truc. C'est très mauvais.
Mais si Paul-Éric King veut commencer comme ça, ce n'est pas bien. C'est la jalousie, il respecte l'enfant là. Nous, on croit en lui. Il nous encourage. Nous, on va s'inscrire. C'est grâce à... ça ne vérifie pas. C'est grâce à Cabral que je me suis inscrit. Pourquoi il voit ça mal? Il va gagner. Tu es candidat, il ne sait même pas encore prononcer. Tu trembles déjà. Cabral ne sait même pas encore prononcer. Il tremble. Parce qu'il voit déjà que tous les jeunes sont derrière Cabral. Moi, j'encourage l'initiative de Cabral. Si toi, tu veux faire ta politique là, n'aie pas peur. Continue ta politique, laisse Cabral avec sa part tranquillement. Mais ça me pose à m'interroger sur l'origine de son argent. L'origine de son argent provient d'où? L'argent qu'il commence à dépenser parce qu'il ne travaillait pas. Il ne travaillait pas. Parce que c'est lui qui a ouvert le libre champ. Permettez qu'on entre. Alors, Megui, on sort par là. Vous pensez qu'il a été maladroit? Il a été maladroit, il ne faut pas faire de confusion entre le réalisme et l'insulte, parce que là, traiter son congénère, voilà, Cabral Libye, de faire de la démagogie, on sait très bien ce que signifie démagogie, une politique de bas étage, je trouve que c'est quand même gros. Avant ça, Charles Hamel l'a dit, il a pratiquement insulté Maurice Kamto. Je crois que c'est assez déloyal, même si c'est vrai qu'on se retrouve en politique où parfois tous les coups sont permis, mais dire aujourd'hui que l'inscription, 11 millions d'inscriptions, cette campagne-là n'est pas bienvenue. Je trouve que c'est même drôle. C'est même drôle. Quand aujourd'hui on incite les citoyens à justement s'impliquer dans la vie politique pour pouvoir faire bouger les choses, qu'un leader politique vienne par contre dire que ce n'est pas une bonne initiative, je dis quand même il pense qu'on n'y arrivera pas. Bon, de toutes les façons, c'est son point de vue et il l'assume. Bon, qu'il supporte aussi qu'on puisse en dire quelques mots, puisque ça fait partie de notre job. On va évoluer avec la deuxième information. Voilà la deuxième information qui est tout à fait triste. Voilà, on parle donc de cet attentat suicide qui s'est produit cette nuit même du côté de Ouaza, où on enregistre jusque-là 14 morts et une trentaine de blessés. Donc une jeune dame qui est arrivée dans le centre-ville de la ville de Ouaza et qui s'est dirigée dans une échoppe où se trouvaient des jeunes et qui a fait exploser une bombe justement et qui a donné lieu à tout ce massacre-là. C'est cette triste nouvelle et qui remet encore sur le tapis la question de la lutte contre Boko Haram. Où en est-on finalement? On se demande bien si on en sortira un jour. Voilà, belle question et je vous la renvoie à vous, Charles Hamel. Est-ce que Boko Haram peut être vaincu? Alors, Sam Sévérin, vous savez, une guerre, c'est facile de la déclencher. On ne sait quelles sont les armes que va utiliser l'autre, le temps que ça va mettre, les voies pour sortir. Alors, à un moment donné, je voudrais revenir à cette parole qu'avait lancée le président de l'Assemblée nationale. Boko Haram est parmi nous. Souffrez que je revienne là-dessus parce que quelque part, j'ai fait un peu de sociologie. Quand on envoie cette expression, peut-être était-ce il avait-il utilisé au sens figuré, au sens propre, il fallait qu'on commence à enquêter à ce niveau. Donc, pour dire Sam Sévérin que c'est dans une zone, il faudrait qu'on essaie d'interroger profondément, de discuter, parce qu'à un moment donné, il faut discuter. Quels sont les foyers qui attisent Sam Sévérin? Il faut qu'on essaie de comprendre. Est-ce qu'à ce niveau, c'est trop d'argent qui circule? Quels sont les intérêts palpables qu'on recherche dans une zone comme celle-là? Regardez la zone du Tchad. Pourquoi est-ce que c'est de moins en moins dans cette zone? Pourquoi est-ce que du côté du Nigeria, c'est de moins en moins dans cette zone? On a eu une force de coalition qu'on a mis sur pied. Pourquoi c'est le Cameroun qui est la principale cible? Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'interroger toutes les forces, même ceux qui sont sur le terrain? Est-ce qu'à un moment donné, comme Betty Assomo était descendu, le ministre de la Défense est descendu, est-ce qu'il ne faudrait pas repasser, auditionner comme on fait à la CIA, comme on le fait? C'est-à-dire tous ceux qui sont sur le terrain, après, lorsqu'ils ont une petite période de repos, on les interroge un à un. Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous voyez? Quelles sont les conclusions sur le terrain? Même sous forme de discussion, à partir de là, faire une synthèse un peu de ce qui se passe. Parce que j'ai un peu comme l'impression que ça commence un peu à bien perdurer dans cette zone. Et à se demander comment font-ils? D'où vient-il? Comment réussissent-ils à traverser une frontière qu'on nous dit suffisamment bien fermée, minée pour pouvoir faire ce... Alors, Mbambok Bengan, merci Charles Hamel. On nous dit que c'est une guerre asymétrique. Aujourd'hui, c'est vrai que ça relève du secret défense, mais tout de même, pouvez-vous nous aider à comprendre pourquoi est-ce qu'on semble s'enliser? Pourtant, Betty Assomo, dont on parle, avait bel et bien indiqué récemment qu'on est presque au bout du tunnel. Oui, mais là, à la suite de Issa Chiroma aussi à l'époque. Tout à fait, Sam, c'était une déclaration pour, je veux dire, renforcer l'état d'esprit des troupes. Le moral. Le moral des troupes, mais également peut-être rassurer la population.
Mais on ne peut pas rassurer les populations si on ne met pas... En termes militaires, on parle de l'exploitation de ceux qu'on a arrêtés. Donc on les met en exploitation pour comprendre les tenants et les aboutissants. Mais il y a 4 principes dans la défense, mais 2 ne sont pas véritablement respectés. Il y a le principe de l'universalité de la défense et il y a le principe de la permanence. On a baissé la garde. Par exemple, on n'a pas su ou alors continuer à encadrer les forces d'autodéfense qui étaient mises en place, qui eux ne sont pas des hommes maintenus, donc n'ont pas fait les écoles de guerre. Il faut les encadrer et continuer à les tenir en éveil. Quand on dit encadrer, c'est-à-dire savoir qu'ils sont mariés, qu'ils ont une famille, c'est-à-dire que quelqu'un de l'autodéfense qui quitte, qui s'envoie loin de sa famille, il faut bien qu'il regarde si l'enfant est malade, si on fait comment. Donc l'armée devrait le faire. Maintenant, comme on dit, l'universalité de la défense. Le peuple camerounais s'était levé pour aider les forces de défense, qui de la nourriture, les cotisations et tout. Les fonds de guerre. Voilà. Il ne fallait pas bloquer, il fallait laisser continuer cet engouement-là. Et là, ça allait encore galvaniser davantage. Mais on n'a pas eu de lisibilité aussi sur l'utilisation qui a été faite de ces fonds de guerre. On doit rendre compte au peuple. Oui, absolument, mais c'est la grande muette. On peut laisser jusqu'à ce que la guerre soit gagnée. Mais l'autre chose, je pense que la coopération française nous a lâchés. N'ayons pas peur de mots. C'est à l'Élysée que le président Biya a déclaré la guerre contre Boko Haram. Mais il a passé beaucoup de temps pour qu'on mutualise les forces. Même lorsqu'on les a mutualisées, on ne sait pas si les forces de l'ordre camerounaises sont dans une force multinationale comme c'est le cas en Centrafrique ou pas. Donc, et pourtant, on a eu même l'aide américaine aussi. L'aide américaine aussi à ce niveau. Voilà, le président de la République s'est engagé dans une guerre. Je le soutiens au moins sur ce point-là. Avec les forces de l'armée, mais nos partenaires au développement, ça ne nous accompagne pas. Voilà, mais Haribel, on sort par toi avant Megui sur ce sujet. Est-ce que tu as envie d'adresser un message à ces populations du Grand Nord qui sont quand même meurtries, parce que l'attentat suicide de cette nuit a fait quand même 14 victimes. C'est un bilan lourd. 14 personnes décédées, parmi lesquelles des jeunes vacanciers, parce qu'ils ont bien pu profiter de cette période sensible. Ça fait mal, ça. Mais moi, j'accuse la chaîne nationale. Ça fait peut-être 3 mois qu'ils ont commencé à donner les éloges au chef de l'État. Peut-on dire que le chef de l'État a gagné Boko Haram? Je te rappelle quand ça s'est un peu calmé là, non? Ils ont fait toute une émission, au moins une semaine sur ça. Que peut-on dire que le chef de l'État a gagné Boko Haram parce qu'on n'en parle plus depuis un certain temps? Ça n'a pas duré, boum, ça a repris. Hein? Ça a repris. Pourquoi on a commencé à donner les éloges au chef de l'État alors que ça ne s'est pas calmé? Qu'est-ce qui se passe? Cher Boko Haram, qu'est-ce que vous cherchez? Si c'est le chef de l'État, il est à Yaoundé. Vous faites quoi au nord? Le chef de l'État à Yaoundé, si c'est lui que vous avez besoin. Attendez, quand ils sont souvent, on bloque le poste central jusqu'à l'Emban, tout ça. Allez là-bas, non? Non, ça m'énerve parce que... Bon, on te retire la parole. On va regarder. On sort du sujet. On sent qu'ils sont en train de mourir. Oui, on a compris. C'est un sujet sensible. On va tout de même dire que peut-être le président aurait pu bien s'associer à tous ses homologues de l'Afrique centrale et peut-être prenons l'exemple aussi de ce qu'ils ont fait en Afrique de l'Ouest en mettant sur pied le G5 Sahel aujourd'hui, mais là avec le soutien de la France. Bon, vous avez parlé tout à l'heure. Nous avons une coopération militaire qui date de 1916 avec la France. Et il est clairement dit que lorsque le Cameroun est attaqué par une force extérieure, la France vient de manière précipitée. Elle nous a lâché pendant la guerre contre le Nigeria. Oui, Megui, ton opinion sur la question? Mon opinion, c'est juste une opinion de désarroi, de douleur, parce que penser à ces jeunes qui ont perdu de la vie juste parce qu'ils voulaient s'amuser, découvrir leur village. Aujourd'hui, cette ville de Ouaza, connue pour sa réputation d'attrait touristique, aujourd'hui qui prend un coup, et c'est le Cameroun tout entier qui prend un coup sur le plan du tourisme et même de sa ressource humaine, donc des compatriotes qui s'en vont comme ça à cause des caprices d'un groupe armé motivé par je ne sais quel... Voilà, donc l'impact au plan économique, touristique est vraiment terrible. Maintenant, il faut espérer que le Cameroun, sur le plan diplomatique,
sortent de cette guerre. Il faut encore resserrer Sam Sévérin parce que il y a encore une porosité. Il y a encore une porosité. Je ne suis pas un expert en stratégie militaire, mais j'estime qu'à ce niveau, le chef de l'État doit rappeler tous ses généraux, il doit rappeler tous ceux qui sont au front et discuter véritablement et voir dans quelle mesure faire une sérieuse ligne de front. Est-ce que c'est de manière artisanale que c'est mené? C'est pour ça que je dis qu'il faut un travail de front. Il faut associer des spécialistes. Les Raoul Soumo et tout. Depuis qu'il parle de tout ça, on ne l'associe pas. Peut-être aussi un trait important, c'est que l'extrême nord qui est une zone, je dirais en termes d'emploi et tout, de bien-être, de mode de vie, de la qualité de vie qui est un peu lésée quand même. Il faudrait penser peut-être à aider ces jeunes-là je ne sais pas, à trouver des actions génératrices de revenus, voilà, pour éviter justement qu'ils soient tentés d'être enrôlés. Merci beaucoup. On sort rapidement en 2 minutes la dernière info. Voilà, donc on sort de cette rubrique avec cette dernière information qui concerne Brenda Biya, qui enflamme la toile également sur cette déclaration qu'on lui attribue, qu'elle aurait donc déposée sur son compte Facebook. On a un peuple qui croit qu'aller à Casino, Super U et autres pour n'acheter que des produits importés, c'est être riche. Et elle finit en disant pauvreté intellectuelle, tel qu'on peut le lire. Bon, très bien. Je ne sais pas, Haribel, tu ne dois pas parler sur Brenda, vraiment. Donc, je ne vais pas te donner la parole. Tu risques encore gaffer. Bon, de toutes les façons, je ne sais pas si c'est bel et bien elle qui a fait la déclaration. Parce que si elle paye son transport à, je ne sais pas, 800 $, en aller aux États-Unis, je ne sais pas si là où elle vit là-bas, on lui envoie les produits camerounais pour se nourrir. Je ne sais pas, puisqu'elle reproche à ceux qui vont dans ces supermarchés-là. Alors, rapidement, 10 secondes. Oui, en une seconde, ça, moi, je me rappelle de sa première déclaration. Je l'avais lu, c'est elle-même qui l'avait envoyé sur le compte en disant « Mais pourquoi tout un peuple pleure pour 250 000 francs ?» Parce qu'elle avait payé le taxi, alors qu'elle posait le problème de racisme, qu'elle aurait été victime. Et on lui a dit « Mais toi, tu as 200 000 pour payer une course de taxi. Nous, 200 000 francs, c'est ration de 6 mois. Donc, en fait, un fonds de commerce. Voilà. Elle ne comprend pas. Bon, je ne serais pas surpris qu'une telle déclaration vienne. Bon, moi, je préfère qu'on reste donc sur la forme avec vous, Charles Armel. Bon, Brenda Biya, elle tranche net quand même avec l'image des enfants du président Biya qui ont toujours été assez calmes, effacés. Franck Emmanuel, jusqu'à l'âge qu'il a aujourd'hui, bientôt 50 ans, il n'a pas toujours souvent été bling-bling. Alors, Brenda, c'est vraiment l'époustouflante, la rayonnante. Vraiment, je n'ai pas envie de gaspiller ma salive sur ce sujet parce qu'il y a de la condescendance dans ce qu'elle dit. Bon, alors, c'est quand même la fille du président. On a un peuple, non, permettez-moi, il y a de la condescendance, c'est pas parce qu'elle est la fille du président. Attention, il y a de la condescendance en utilisant le pronom. On a un peuple. Où est le respect à l'intérieur de Sam Sévérin? Quand même, on a un peuple qui croit qu'aller faire. De quel peuple parle-t-elle? De la femme qui vend les beignets tous les jours, de la colboxeuse? Combien de Camerounais ont accès au marché supérieur? Combien de Camerounais vont faire? Combien on compte les Camerounais qui entrent dans les supermarchés? Même les supérettes, on compte. Beaucoup de femmes se lavent avec le savon macabo. Beaucoup de femmes utilisent pour parler comme quartier. Beaucoup de femmes se coignent avec l'huile de palmis. Ça, c'est une grosse insulte, Sam Sévérin. Alors, je doute fort que ce soit elle. Mais si c'est elle, vraiment. Moi-même, je doute pas. Bon, Haribel, tu nous as dit que quand elle arrive en boîte de nuit, on bloque tous les accès. Partout. Parce que Brenda, l'enfant Brenda, est en boîte. Elle fait souffrir ses parents. Elle a raison de nous appeler pauvreté. Elle a dit pauvreté quoi là? Intellectuelle. Moi, je mets des réserves. Je doute que ce soit elle. Pauvreté intellectuelle. Merci beaucoup. Meggy ne dira rien sur cette info. Ouais. Merci. On va passer à la suite. C'est interpellation. Je préfère ne pas. Bon, ce que nous pouvions dire par rapport au développement et le progrès de notre pays, également dire que serait avec les citoyens camerounais et de ne pas s'en prendre aux jeunes camerounais, c'est-à-dire sur les moyens financiers. D'abord, nous n'avions pas de travail ici au pays, c'est-à-dire nous sommes tous au chômage. Vous comprenez déjà, nous sommes tous au chômage, il n'y a pas les emplois, c'est-à-dire des personnes qui sont plus à haut continuent à vivre et ceux qui sont en bas, c'est-à-dire continuent à s'enfoncer. Donc ça veut dire que pour le pays, le développement va mal si les grandes personnes n'arrivent pas, c'est-à-dire à être solitaires et comprendre que ceux qui sont en bas doivent vivre.
Alors, je vous pose la question, comment faire pour que ceux qui sont en haut, la minorité et qui a l'essentiel des richesses, puissent commencer à distribuer? Bon, laissons un peu les gens qui gèrent le pays. Parlons des hommes d'affaires les plus riches, parce que le Cameroun en a quand même. Hein, dans la sous-région, on les dénombre, Mbombo Bengan, qui peuvent commencer par redistribuer un peu leurs richesses aux plus pauvres. Non, ils ne le feront pas, Sam. Ils sont des capitalistes. Quand ils investissent, ils veulent le retour. Ils vont intervenir en disant, aide par exemple à la maternité de la Quintini, quelques dons vers la maternité, et quelques livres là pour le CS de tel, c'est tout. Et quelques dons comme ça à l'église, ça va aller comme ça. Et les autres investissements, c'est pour le retour à l'investissement. Et quels de temps en temps vont dire l'emploi jeune, parce que précisément il leur faut recruter tel dans le secteur commercial, il leur faut des ingénieurs ici et organiser en vous disant même méfiez-vous, votre niveau même là. Ce n'est pas l'adéquation formation-emploi, hein, on peut prendre ailleurs. Bon voilà, c'est dans cette situation. On ne peut pas nous laisser entre les mains des hommes d'affaires sans on sera foutu. Alors, moi je parlais plus simplement, hein, Haribel, c'est-à-dire que si on prend les Ngouchingue Sylvestre, Fotso Victor, ils sont nombreux hein, dans la région de l'Ouest, les riches. Est-ce que tous les week-ends, quand ils partent là-bas, ils commencent par faire des petits paquets à tous ceux qui n'en ont pas? Quel paquet? Que c'est lui qui a demandé à ta mère d'aller épouser ton père qui est pauvre? Ou c'est lui qui a demandé que toi, que ta mère a accouché, tu peux encore épouser un planteur. Il donne à celui qui peut récupérer demain. Ces gens-là ne jettent pas pour rien. Ils donnent là où ils vont récupérer demain. Comme je t'ai dit là, ça. Même dans les boîtes de nuit qui partent souvent dépenser là, ce sont les boîtes de nuit de leurs amis toujours. Ils ne partent pas dans n'importe quelle boîte de nuit. Je suis désolé. Quand tu les vois dans les boîtes de nuit, c'est toujours la boîte de nuit, soit d'un féman, soit du mari de leur fille, soit du mari de leur copine. Toujours, l'argent cale toujours entre eux. Comme je dis toujours que si le père pouvait avoir le numéro du Koukouma, il devait l'appeler que, pardon, parfois il faut faire la rotation. Tu viens même peut-être sur les ici. Aujourd'hui, tu prends Sam Sévérin, tu mets ministre de la Santé, il fait même un mois. Il mange sa part, même un an, il mange sa part et quitte. Après, tu viens, tu jettes Charles Lamel, il mange et quitte. C'est comme ça, il faut satisfaire tout le monde. Mais n'allez pas toujours avec non, c'est vrai qu'on soit par là avec vous, Charles Lamel, parce que ce qu'elle évoque, c'est ce que Hubert Mononzana même a développé récemment. Parce que la République doit savoir partager équitablement à tous ses enfants. L'homme qui avait transformé les dons de la République démocratique populaire de Chine en don du RDPC, non, ça me sévère, c'est un peu trop. Moi, je pense que la meilleure façon pour nous aujourd'hui, c'est commencer par frapper dur. Frapper dur à quel niveau? Vous avez des multinationales qui sont au Cameroun qui ne respectent plus leur cahier de charge. Ils avaient un cahier de charge au départ bien fixé, bien ficelé. Ils devaient faire un ensemble de choses. Ces différentes structures, ces multinationales ne font plus rien. La preuve, regardez le secteur de la téléphonie. On se plaint. Depuis 2 jours aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir accès à une Internet de qualité parce qu'il y a des soucis. Mais ils ne s'en excusent pas. Ça, c'est le premier point. Au niveau des Camerounais, on devrait favoriser, encourager les actions sociales déductibles des impôts comme on fait aux États-Unis. Oui, vous ne voulez pas payer les impôts, on est d'accord avec vous. Allez créer un complexe sportif à Bepanda Bonabo, je ne sais pas moi où. Allez à Harry, vous créez un complexe sportif. Allez du côté de Mabanda, vous créez une activité qui va permettre aux jeunes de pouvoir sortir. On déduit ça de vos impôts et c'est bien. Moi, je pense qu'à ce niveau, ce sera une aide qu'ils vont apporter. Vous participez à la création cinématographique. Voilà, vous participez, vous vous inscrivez dans la participation à l'organisation des écrans noirs. On déduit cela de vos impôts et le tour est joué. Je crois que vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses allaient changer. Dans une ville comme Douala, on dit être émergent d'ici de l'horizon 2035. Nous n'avons même pas un complexe sportif, même pas un lieu où on peut se détendre. Il a fallu que les gars à la cité SIC décident de barricader pour qu'on ne récupère pas le terrain de cité SICAM. Mais c'est dit quand même que c'est lourd. C'est lourd un pays comme le Cameroun. Oui, Megui. Mais moi, je crois que la meilleure façon on peut pas aujourd'hui imposer aux hommes d'affaires de redistribuer leurs richesses qu'ils ont acquis de façon personnelle. Je crois que la meilleure façon peut-être d'y arriver, c'est d'imposer qu'ils s'acquittent de leurs impôts. Mais dire que, comme le disait Mbombo, qu'on va leur demander, oui, il faut donner aux autres, non, ça va passer peut-être par des dons qu'ils feront volontairement. Donc, bon, maintenant, lorsque vous êtes un homme d'affaires bien réputé dans la richesse et que vos entreprises prospèrent, vous pouvez commencer par
bien traiter ceux que vous employez. Par exemple. Ça aussi, parce qu'on n'a pas toujours le sentiment qu'ils le font. Justement, peut-être, oui, et c'est là où l'État doit intervenir quant au suivi du traitement des employés dans des entreprises. Parce qu'on note justement beaucoup d'injustices. Tout à l'heure, on parlait des jeunes qui sont réticents à la formation, qui aujourd'hui vont plutôt vers l'auto-emploi, justement parce que généralement les conditions qui sont les conditions dans les entreprises ne sont pas propices à un épanouissement réel. Il y a beaucoup d'injustices, beaucoup de l'instabilité aujourd'hui. Vous n'êtes même pas assuré d'aller jusqu'au bout quand vous avez un boulot. Voilà. Vous permettez, à travers la Banque africaine de développement, avait ajouté un concept, la responsabilité sociétale des entreprises. Effectivement, on demandait à ces entreprises-là de savoir quelles sont dans une communauté, qu'elles sont installées dans une communauté, c'est-à-dire regarder s'il faut un centre de santé, l'équiper, qu'il faut une école, par exemple, aider à construire cette école-là, de l'eau potable, ainsi de suite. Mais est-ce que combien? Et là, il s'agissait pour le gouvernement de contrôler ces actions-là. Voilà, merci beaucoup. C'était interpellation à la suite de l'inquiétude formulée par notre téléspectateur sur les inégalités criantes aujourd'hui, ce qu'on appelle même la fracture sociale, avec très peu de personnes qui pensent à redistribuer leur immense richesse. On prend la suite avant la dernière partie des messages et de la critique. Voici venu le temps d'introduire African Shopping Complex International. African Shopping Complex, la beauté africaine. Notez amincissant, sont des boissons naturelles de feuilles, de plantes et herbes aux effets amincissants. Détoxifie, anti-ballonnement, facilite la digestion, purifie les systèmes digestifs, brûle les graisses et embellisse la peau. Notez amincissant apporte le bonheur et le bien-être dans nos foyers. Fait perdre ton poids dans un temps record sans effet secondaire et sans risque de reprise. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Et pour en parler encore ce jeudi, nous recevons Ethel et Simone Coco. Bienvenue, bonjour. Bonjour Sam Séverin, bonjour à tout le charmant panel, bonjour aux téléspectateurs du Zénith et bien sûr fidèles consommateurs d'African Shopping Complex International, la maison du bien-être, n'est-ce pas Ethel? Yes, Simone. Good morning, televiewers. African Shopping Complex International, a house of well-being. Come massively visit our showroom and I'll show you there are lots and lots of beautiful things waiting for you. Oh bien, Simone? Parfaitement dit, ma très chère. Vous avez longtemps jalousé ces femmes que vous avez l'habitude de voir à travers votre écran, ces femmes que vous avez l'habitude de voir sur l'affiche des magazines, parce que leur teint est tellement rayonnant, il est tellement lumineux. On vous dit aujourd'hui que vous également, mesdames et messieurs, vous pouvez également ressembler à ces personnes-là. À travers notre magnifique gamme, la gamme SR Carambola Spa, qui bien sûr est représentée sur ce plateau à travers notre magnifique savon, le SR Carambola Soap. Avec ce savon, on dit zéro bouton, zéro acné, zéro imperfection de la peau. C'est un éclat naturel, un éclat magnifique. Même le soleil viendra à vous jalouser, je vous assure. Il a également cet avantage-là que ce savon est utilisable par toute la famille. Que ce soit du plus petit enfant jusqu'au papy au village, tout le monde a la possibilité d'utiliser notre SR Carambola Soap. Problème également de parties intimes, parce que vous savez, lors de la toilette intime, c'est pas très évident de trouver un savon adapté. À African Shopping Complex International, la maison du bien-être, on a également la solution à votre problème. Il s'agit bien sûr du Virginity Soap et du Femter. Le premier, il est fait à base d'huile essentielle et de miel, le voici. Le second, lui, il est à l'eau de rose mentholée. Ces deux savons viendront justement nettoyer votre partie intime, la rafraîchir. Et pour des femmes qui, par exemple, à période des menstrues, ont des irritations, des boutons au niveau des entrejambes, ces savons viendront justement vous mettre à l'abri de ces imperfections-là. En plus, son petit bonus, c'est que lui, il permet également de raffermir les muscles vaginaux. Nous, les femmes, on se comprend. Vous n'aurez qu'à l'utiliser et vous serez très certainement satisfaite. On passe à un autre produit sur ce plateau. Vous avez des problèmes de constipation. Vous avez tendance à aller au petit coin sans succès. Vous avez beau pousser, rien n'y fait. Avec le Black Plum, mesdames et messieurs,
on vous assure une déconstipation totale. En plus également pour ces femmes qui souffrent de règles douloureuses, on le sait pour certaines c'est pas très évident. Lorsqu'elles sont en période, c'est très difficile de pouvoir faire quelque chose, très difficile de se tenir debout. Avec le Black Plum également, tout ça également est mis de côté. Vous pouvez dorénavant marcher en toute sécurité, même en période des règles. Vous n'aurez qu'à essayer et comme on le dit toujours à African Shopping Complex, vous serez certainement satisfait. On passe maintenant qu'à notre Ginseng Tea, un magnifique thé qui viendra purifier votre organisme, nettoyer le sang et en plus de cela vous rajeunira. C'est la force assurée pour toute la journée. Avec le Ginseng Tea, on vous assure une activité complète tout au long de la journée. Il n'y aura pas de fatigue, il n'y aura pas de « oh, j'en peux plus ». Bah non, avec le Ginseng Tea, ça sera tout simplement la force assurée. Il permettra également de nettoyer votre ceinture rénale. Une fois que cette ceinture sera donc nettoyée, on pourra maintenant s'adresser à ces personnes qui ont des petits caprices sexuels. Moi, j'ai l'habitude de dire caprices parce que ce ne sont pas des problèmes, ce sont juste des petits caprices de la nature. On continue donc sur ce plateau avec notre BioEps en deux versions. Voilà, il y a une couleur assez féminine et une couleur assez environnementale. Voilà, la nature. Parce qu'African Shopping Complex International se préoccupe également de la nature vu que tous nos produits sont 100% naturels. Alors, vous avez une résistance nulle. Vous avez du mal à vous tenir. Une fois que le rapport a commencé, oups, bah, le robinet il est déjà ouvert. Avec le BioEps, mesdames et messieurs, vous êtes à l'abri de ces petits bobos-là. Vous avez tendance à vous mettre dans le feu de l'action. Vous avez du mal, madame est déjà prête, mais vous, ça ne démarre pas. Le moteur refuse de démarrer. Avec le BioEps également, c'est une stimulation totale lors de l'acte. En plus, il permettra également de vous mettre j'espère qu'on se comprend, au garde à vous. Avec le BioEps, vous êtes droit, vous êtes debout. Vous avez deux versions dont les dames et les hommes peuvent s'en servir. Ne vous dites pas c'est seulement pour monsieur, c'est seulement pour madame. Non, les dames et les messieurs peuvent s'en servir. C'est l'harmonie au sein du couple, c'est la joie de vivre retrouvée. Et bien sûr, on adora la chambre plus que toutes les autres pièces de la maison. On termine avec notre produit de massage sur ce plateau. Aujourd'hui, notre dauphin masseur 3 en 1. Parce qu'il a 3 accessoires justement que vous voyez là. Il permettra de desserrer les nerfs. Vous avez une dure journée, c'est pas évident de rentrer. Voilà, quand vous rentrez, vous avez juste envie de dormir. Vous avez notre dauphin masseur qui vous permettra de vous relaxer. Itel, tu fais là parce que j'ai un petit nerf qui est tendu là. Ah voilà, il permettra justement de vous relaxer, de vous détendre. Et pour ces personnes également qui souffrent de rhumatisme, le dauphin masseur viendra également vous aider au niveau des parties douloureuses. Alors on ne cessera jamais de le dire, vous visitez nos showrooms, un accueil chaleureux vous y attend. Tous ces produits, vous les retrouvez à African Shopping Complex International. À la localisation, nous sommes situés au Bénin, à Lomé, Immeuble Citis Motors, Cotonou, bien sûr, derrière le stade de l'amitié, à Yaoundé, face garantie voyage. Sam, à Bemenda très bientôt et à Douala, BP Cité derrière la Totale en face de la cité Sikama. Passez nous rendre visite, c'est la joie de vivre assurée. Ah, merci. Voilà, et vous avez dit Yaoundé face garantie, Sam, face garantie voyage, Sam oui. Et Foulane. Oui. Merci beaucoup, c'était Simone Coco dans son art. On vous retrouve mardi prochain. African Shopping Complex. Élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural. SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, le Zénith n'est pas tout à fait terminé. Nous allons prendre les tout derniers messages que vous nous avez fait parvenir à travers le numéro de téléphone qui s'affiche et puis on ira tout droit vers la conclusion. Alors, vous avez la parole. Voilà donc un téléspectateur qui nous dit il est temps pour nos jeunes Africains de prendre notre destin en main car les dirigeants coloniaux ont échoué. Peut-être c'est l'occasion de dire que depuis le vendredi, le 7 juillet dernier, 3 jeunes Ghanéens ont lancé un satellite. Un satellite à travers une université au Ghana. Et ils ont été appuyés par la NASA, c'est-à-dire qu'ils ont fait leurs recherches dans leur université. Ils étaient obligés de faire venir les gars de la NASA. Mais les plus belles initiatives arrivent toujours de l'Afrique de l'Ouest. Et j'appuie aussi en disant que le Rwanda désormais a lancé son unité de montage de laptop.
Désormais, on n'aura plus besoin dans toute la zone. Ceux qui vont répartir dans toute la zone, ils n'auront plus besoin. Pendant que chez nous, il faut qu'on emprunte 75 milliards de francs CFA pour distribuer 500 000 ordinateurs aux jeunes. Et Antoine Zangier encore là, il gère. La suite des messages. Voilà Franck qui nous demande, j'aimerais savoir ce que fait finalement le contingent militaire américain dans notre pays. C'est dans le renseignement. Voilà. Certainement. Ok. Alors, vous avez dit renseignement. Voilà, renseignement. Ils font le renseignement. C'est ça qu'ils ont dit. C'est le Juste renseignement. en fait, disons que le monde entier est partitionné. Ils ne peuvent pas intervenir dans la zone contrôlée, dans la zone de précarité français, sans l'intervention de la France. Bon, maintenant, pour quel résultat aussi, en termes d'efficacité de ce renseignement-là? Ok. Donc, Jérémy, depuis Melon, qui nous dit, on constate qu'il y a beaucoup d'aventuriers politiques dans notre pays. Où vont ces jeunes dans la course à la présidence quand on sait que le régime en place a déjà tout mis en œuvre pour ne jamais perdre les élections? Mais il faut leur dire que le Lumumba a pris le pouvoir, il avait 30 ans. Ne demandez pas de jeunes. Même les Wumnyobé dont ils font allusion, ils avaient moins de 30 ans. Je crois que là, il parle du fait que le sort est pratiquement déjà scellé. Non, il faut toujours bousculer. Macron, il a bousculé. Il y a des gens qui peuvent appeler papa. S'il était resté quelque temps en disant que non, c'est les Hollande, c'est les Moscovici, c'est les Dupin, il n'aurait jamais rien fait. On peut écouter la voix des gens qui pensent qu'à force de s'ingérer, on finit par devenir un singe. Voilà. Message encore. Achille Wafo qui dit la précarité de l'emploi fait en sorte que tous les travailleurs, après le boulot, se retrouvent dans la rue, convertis en bensikineurs pour pouvoir arrondir les fins du mois. Donc, le problème de bensikin invite à réfléchir sur le salaire des travailleurs, fonctionnaires ou du secteur privé. Mais ce qu'il y a à condamner ici, c'est ce que relevait notre invité, ou je crois Charles Hamel, sur le cas de ceux qui chargent, par exemple, au rond-point des voitures, alors qu'ils sont des hommes en tenue bien reconnus, et qu'ils en profitent pour faire ce trafic-là. Je crois que ce n'est pas bien. Tout à fait. Et ils en font même aussi de bensikin, alors que eux, au moins, leur salaire n'a jamais été coupé. Voilà. Alors, bonjour. Pourquoi exiger de l'homme qui a pris une épouse dans une famille de donner pour le cercueil du de l'argent pour le cercueil du beau-père, quand lui perd son père, la famille de son épouse n'est pas contrainte de lui donner quoi que ce soit. Il y a des traditions à revoir. C'est ça l'équilibre justement des traditions. Voilà, c'est ça qui fait que la femme ne vient pas doter l'homme. C'est l'homme qui va doter la femme. Je vais même aller plus loin. C'est généralement l'argent de la dot de la femme qu'on utilise pour doter la femme de l'homme. C'est les équilibres qu'on gère dans la famille. Voilà, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de message concernant la sortie de Brenda, parce qu'on n'a pas eu le temps de bien nous y attarder tout à l'heure. Il me semble bien qu'elle mérite d'être de nouveau décryptée pour la petite minute qui nous reste avant la conclusion. Est-ce que Meggy a pu retrouver un message? Bon, il y a un message justement qui nous disait juste que Brenda sache que tout a un début et une fin. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ce que ce téléspectateur nous dit. Les filles de Mobutu ont été obligées d'écrire les livres, même de premier, l'empereur Bokassa. Il a écrit, elle a une des œuvres, il a écrit par exemple La princesse aux pieds nus, parce qu'ils se sont retrouvés en France dans une situation où ils ne pouvaient même plus payer le loyer. Ils se sont retrouvés à faire les petits métiers, notamment être servant dans un restaurant. Et c'est pour ça qu'il valait mieux commencer par leur apprendre la modestie, même si c'est difficilement accessible au Cameroun, puisque l'État lui-même est un État bling-bling au Cameroun. Tous les chefs de service ont de grosses voitures. Donc on parlait de l'unité, il y a toute une école, je crois, des coccinelles qu'on a créées, réservées à tous les travailleurs. Et dont ils se sont félicités cette année d'avoir fait 100%, à préciser. Cette année, on a fait même une fête avec la première dame parce qu'ils ont fait 100%. Alors aux États-Unis, ils ont fait un 100%. La fille est née de Barack Obama lorsqu'elle a eu 18 ans. Son premier stage était d'être servante dans un restaurant. Et on lui a même interdit, ses parents lui ont interdit de postuler à l'administration de ce restaurant. Bon, maintenant c'est des cas rares aussi. Bon, disons-le, la plupart des enfants de chefs d'État sont bling-bling. Donald Trump qui a succédé à Obama. Vous voyez un peu la chronique qui concerne ces enfants aujourd'hui. Mais ces enfants sont pas modestes. Hors du palais. C'est pas la même chose. Or, Obama est arrivé au palais, ses enfants étaient encore petits, tout comme Bill Clinton. Maintenant, lui, celui-ci est venu, il peut vous dire, j'ai des immeubles, donc ses enfants sont nés dans les richesses.
Donc ils peuvent même ne pas venir ici. D'abord, son épouse avait refusé de venir à la Maison Blanche. On lui a dit non. Et elle a dit, bon, je viens, mais je n'utilise pas la voiture de la Maison Blanche. On lui a dit, non, madame, vous allez utiliser la voiture de service. Donc, mais pour le cas de Brenda, est-ce qu'on peut lui concéder son immaturité aussi? Elle est encore assez jeune. Aussi, hein. Elle est très pétillante, exubérante. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Vous voyez, dans les chefferies traditionnelles, l'enfant, lorsque l'enfant naît, on s'arrange pour le garçon mâle à lui donner une éducation autre que celle de son père et pour la jeune fille une éducation autre que sa mère. Donc l'enfant grandit en sachant qu'il se désintéresse des affaires de son père, des affaires de la chefferie. Je crois que ce n'est pas aujourd'hui que cette affaire est née. Pourquoi cet enfant s'est-elle sentie tellement impliquée dans les affaires de son père en telle enseigne qu'elle fait des déclarations? Je pense qu'à la première déclaration, il devait avoir un recadrage. Je me rappelle la fois où le feu président, permettez-moi de le citer, Amadou Aïdio, a dû descendre à pied jusqu'à la retraite, fesser solennellement sa fille qu'on avait arrêtée. On a arrêté, comment dire, la balançoire. Il l'a fait ça en disant, madame, quand j'arrive, je vous ai envoyé mon enfant pour que vous la formiez, pour que vous l'instruisiez et non pour que vous lui accordiez des faveurs. Lorsqu'elle avait 9, c'était un 9, on mettait sur le bulletin Germain un 9 et elle rentrait s'expliquer à la maison. Merci beaucoup. Alors, au nom de la liberté de critiquer, nous allons sortir de ce programme puisqu'il est désormais admis que la CAN 2019 est bel et bien menacée au Cameroun. L'attribution pourrait être retirée à notre nation si l'on ne se dépêche pas pour aller accélérer le déroulement des travaux de construction de l'infrastructure. Alors, on va donc commencer par évoquer le cas du stade de Lembe, le stade Paul Biya. D'ailleurs, jusqu'ici, on s'étonne de ce que Paul Biya n'a pas vu son nom collé à une grande infrastructure depuis une trentaine d'années qu'il est là. Le stade de Yaoundé étant toujours baptisé du nom de son prédécesseur. Bon, déjà en Afrique, on a cette habitude-là. Vous avez les stades Houphouët-Boigny, vous avez les aéroports Murtala Mohamed pour le Nigeria et même l'Afrique du Sud, Jomo Kenyatta. Bon, Sédar Senghor au Sénégal aussi. Alors, pour le cas du Cameroun, il n'y a rien qui porte spécifiquement le nom de Paul Biya jusqu'à ce jour. Alors, on peut lui demander, est-ce qu'il s'est seulement réveillé? Pourquoi n'a-t-il pas pensé à mettre sur pied le stade en son nom pendant qu'il était temps? Aujourd'hui, donc, tout le monde s'accorde à reconnaître que les signaux sont au rouge. L'une des dernières voix en date, celle de Patrick Mboma, ancien international camerounais, consultant aujourd'hui, est réellement conscient de ce que la Confédération africaine de football devrait pouvoir retirer l'attribution de la CAN 2019. Péril sur la CAN de 2019. Pourtant, c'est un objectif prioritaire pour le chef de l'État. Rien n'avance sur les travaux, que ce soit à Douala, Yaoundé ou bien Bafoussam, même si de ce côté, bon, on peut dire que quelque chose a pu évoluer. Toujours est-il que ça va faire très mauvaise presse si le Cameroun ne pourra jamais tenir sa CAN aujourd'hui, qui était pourtant très attendue depuis 1972. Il va donc falloir se dépêcher si l'on ne veut pas tomber sous le coup des sanctions de la CAF, qui va donc devoir envoyer une première mission sérieuse d'inspection dans les tout prochains jours. Merci beaucoup, c'était la critique et la fin du Zénith de cette édition. Restez sur Equinox.